Bonjour les amis, bonsoir. On commence aujourd'hui avec la révision de droit des personnes. Donc, comme d'habitude, je vais passer au travers des différentes sections du code qui sont couvertes par la matière. Je vais te donner mes commentaires sur les éléments que je trouve pertinents et importants. Puis si au fur et à mesure, là, je dis du grand n'importe quoi, vous avez une question, n'hésitez pas à m'interrompre et on va essayer de régler ces questions-là ensemble. Donc, en droit de la personne, aujourd'hui, je vais passer au travers du Code civil. Je vais faire un petit arrêt sur la LPJ aussi. Puis comme je disais tantôt, là, pour ceux qui nous écoutent en différé, là, je le disais tantôt, mais pour ceux qui ont les codes Yvon Blais, qui n'ont pas la P38 pour les demandes de garde en établissement et tout, vous allez y avoir accès à l'examen. Le barreau va vous fournir des codes supplémentaires au besoin, donc inquiétez-vous pas avec ça. Puis anyway, il y a un ou deux articles seulement dans cette loi-là qui sont actually pertinents, donc je ne m'inquiéterai pas trop. Donc, euh, livre premier des personnes, c'est bien le fun. On part à l'article 1 aujourd'hui pour le petit review. Donc, on commence de la jouissance, de la jouissance et l'exercice des droits. Bon, grosso modo, il n'y a pas grande explication à donner ici. On fait la liste des droits de la personnalité. On énonce à l'article 4 que toute personne est apte à exercer pleinement ses droits civils. On ne peut pas faire d'abus de droit, etc., etc. Donc, l'idée, c'est de dire tout le monde a des droits, donc droit à la vie, inviolabilité, intégrité de sa personne, respect de son nom, réputation, vie privée. Puis ensuite, dans l'objectif de protéger ces droits-là, ben, le législateur a mis en place différents régimes. On va avoir du régime d'intégrité de la personne là, pour le consentement aux soins, le consentement à la garde, la protection de la vie privée. Ensuite, on va avoir justement les régimes de protection qui vont être mis en place pour le majeur et les régimes de protection mis en place pour le mineur. Donc, tout ça, c'est dans l'idée de protéger les droits qui sont mentionnés plus tôt dans le code. Donc, première section, consentement aux soins. Donc, on part avec l'article 10. Toute personne est inviolable et a droit à son intégrité. Et alinéa 2, sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé. Donc, ça, c'est la règle générale qu'on se garde en tête et on la relie à l'article 11 qui nous dit que nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examen, de prélèvement, de traitement ou de toute autre intervention. Encore une fois, sauf disposition contraire de la loi, le consentement n'est assujetti à aucune forme particulière et peut être révoqué à tout moment, même verbalement. Ensuite, alinéa 2, inaptitude. Je vais vraiment prendre le temps de lire tous ces articles-là avec grand détail avec vous parce que il n'y en a pas beaucoup et ils sont tous très importants. Donc, si l'intéressé, donc la personne prévue à l'article 11, est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins et qu'on n'a pas rédigé des directives médicales anticipées, en application d'une loi qu'on n'a pas dans le code, de ce que je me rappelle, et par lequel il exprime un consentement ou un refus, une personne autorisée par la loi ou par un mandat de protection peut le remplacer et donner le consentement. L'alinéa 12 nous énonce les critères là, pour le consentement pour autrui. Donc, on dit celui qui consent des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d'agir, premièrement, dans le seul intérêt de la personne, premièrement, et en respectant, dans la mesure du possible, ses volontés. Et il faut s'assurer que les soins seront bénéfiques, qu'ils seront opportuns et que les risques présentés ne seront pas hors de proportion avec les bienfaits qu'on en espère. Puis ici, ça me permet de faire une petite pause par rapport à la manière dont le barreau pose les questions, selon moi. Puis dans les exercices, il y avait justement un exercice à cet effet. Puis faut se rappeler que lorsque le barreau nous met un énoncé, par exemple, qui reproduit le contenu d'un article, il nous demande si la réponse est vraie ou pas, il faut s'assurer que tous les éléments de la réponse sont présents. Donc, si on nous dit les éléments à considérer pour le consentement sont les effets bénéfiques et qui soient opportuns, ben à ce moment-là, on pourrait techniquement dire ben, c'est techniquement vrai, c'est pas faux en soi, mais vu qu'il manque un élément, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les risques ne soient pas hors de proportion, ben à ce moment-là, on doit indiquer que l'énoncé est faux. Donc, on garde ça en tête. J'ai l'impression que vraiment,
Lorsque le barreau nous met un énoncé, il faut s'assurer que tous les éléments prévus légalement sont là, sinon l'énoncé n'est pas complet. Sinon l'énoncé n'est pas complet, ben pour eux, l'énoncé est faux. Article 13. En cas d'urgence, le consentement n'est pas nécessaire lorsque la vie est en danger ou son intégrité menacée et que son consentement ne peut être obtenu en temps utile. Par contre, c'est pas nécessaire, il va quand même être nécessaire le consentement lorsque les soins sont inusités ou devenus inutiles ou que leurs conséquences pourraient être intolérables pour la personne. L'idée ici, c'est de se dire, si on est en train de réanimer pour la 47e fois quelqu'un dans les 3 derniers jours dans un hôpital parce qu'il est en phase terminale, ben, peut-être que c'est devenu un peu inutile et que les conséquences pourraient devenir intolérables pour lui. Donc, on va devoir lui demander puis s'assurer qu'il consent à ce qu'on le réanime la prochaine fois. Article 14. Le consentement aux soins requis par l'état de santé du mineur est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur. Par contre, le mineur de 14 ans et plus, vous allez voir, la loi fait vraiment une différence à plusieurs niveaux par rapport au mineur de 14 ans et plus. Le mineur de 14 ans peut néanmoins consentir seul à ses soins. Et si son État exige qu'il demeure dans un établissement de santé ou de services sociaux, le titulaire de l'autorité parentale doit être informé de ce fait. Et quand on parle de ce fait, c'est le fait que le mineur doit demeurer dans un établissement de santé pendant plus de 12 heures et non pas des informations sur la nature ou la condition du mineur. Ensuite, article 15, lorsque l'inaptitude du majeur à consentir aux soins requis par son état de santé est constatée, et encore une fois, en l'absence de directive anticipée, le consentement est donné par le mandataire ou le tuteur. Et si le majeur n'est pas représenté, ça c'est important, il faut se souligner, le consentement peut être donné par un conjoint ou à défaut, ou par empêchement, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier. Donc, si on a une vieille dame qui a son meilleur ami qui vit à côté de chez elle, puis elle, il parle à tous les jours, puis elle n'a pas vraiment d'autres proches, pas vraiment d'autres parents, pas de conjoint, rien du tout. Bien, il pourrait être considéré que justement, cet ami-là qui vit à côté, ce voisin, démontre un intérêt particulier et il pourrait donc consentir aux soins. L'autorisation du tribunal est nécessaire en cas d'empêchement ou de refus injustifié pour la personne qui représente un mineur ou un majeur inapte. Donc, l'idée, c'est de dire si, par exemple, on a quelqu'un qui représente, qui doit consentir pour un enfant de moins de 14 ans à des soins, euh, par exemple, pour un traitement de cancer et que le parent refuse, bien, on peut considérer que justement, c'est un refus qui est injustifié parce que la vie du mineur est en danger. Donc, à ce moment-là, on peut demander au tribunal pour que le tribunal autorise ces soins-là. Et elle est enfin nécessaire, l'autorisation du tribunal, pour soumettre un mineur âgé de 14 ans et plus à des soins qu'il refuse, à moins qu'il n'y ait urgence ou que sa vie se soit en danger. Donc, euh, si par exemple, c'est pas des soins qui sont pas nécessaires parce que l'enfant est en train de mourir, là, c'est des soins réguliers, par exemple, je sais pas, des vaccins pour la COVID, imaginons. Le mineur de 14 ans ne veut pas se faire vacciner. Donc, à ce moment-là, il faut demander au tribunal pour forcer le mineur à être vacciné. Mais par contre, si on est dans une situation, par exemple, où il vient d'être dans un accident d'auto et qu'il est en hémorragie interne et qu'il refuse les soins, ben, on n'est pas obligé d'aller demander au tribunal. On peut juste demander le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur pour donner ces soins-là. Article 17. Le mineur de 14 ans ne peut consentir seul aux soins non requis par l'état de santé. Par contre, il faut le consentement de l'autorité parentale ou du tuteur si ça représente un risque sérieux pour la santé et peut causer des effets graves et permanents. Donc, le mineur pourrait consentir justement à des soins qui ne sont pas nécessaires, par exemple se faire poser des broches. Euh, Par contre, si le mineur veut soudainement se faire 37 piercings d'en face, ben, on pourrait commencer à considérer que ça présente un risque pour sa santé, que ça pourrait causer des effets graves et permanents. Et on pourrait demander l'autorisation, de requérir l'autorisation du titulaire de l'autorité parentale à cet effet. Soins non requis, l'article 18, lorsque la personne est âgée de moins de 14 ans ou qu'elle est inapte à consentir, donc un majeur inapte, le consentement qui ne sont pas requis sont donnés par le titulaire. Puis encore une fois, un peu comme dans 17,
Ici, s'il y a un risque sérieux ou c'est des effets graves et permanents, ben là, à ce moment-là, il faut aller chercher l'autorisation du tribunal. Donc, le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul au truc non requis, mais si c'est dangereux, il demande à son parent. Et le mineur de moins de 14 ans ou le majeur inapte, c'est son tuteur qui va faire ces choix-là. Mais si c'est dangereux, ça va aller au tribunal. 19, aliénation d'une partie du corps. Donc, on ne peut pas aliéner, faut aliéner en fait, on peut aliéner une partie de son corps entre vifs, pourvu que le risque couru ne soit pas hors proportion, qu'on peut raisonnablement en espérer. Et un mineur ou un majeur inapte ne peut aliéner que si c'est susceptible de régénération, donc par exemple un don de sang. Puis je vous réfère directement à l'article 25 un peu plus loin qui nous dit que l'aliénation que fait une personne d'une partie ou de produit de son corps, donc un organe, par exemple, vous donner du sang, euh, doit être gratuite. Donc, l'idée, c'est de dire, on ne peut pas commencer à vendre ses organes, dire, ah, quelqu'un a besoin d'un foie, j'en ai deux, ou quelqu'un a besoin d'un rein, j'en ai deux, ben je le vends. 5 000 au meilleur offrant. Ça ne fonctionne pas comme ça. On veut éviter ce genre de situation. On ne veut pas créer un marché des organes. 25, qui nous dit qu'on doit aliéner à titre gratuit et ça nous dit en même temps que la recherche médicale, euh, une recherche susceptible de porter atteinte à son intégrité ne peut donner lieu à aucune contrepartie financière, hormis le versement d'une indemnité. C'est pour ça que quand vous allez à l'université, puis il y a des affiches qui vous proposent de participer à des recherches de psychologie sur genre votre dépression, ben, à place de vous donner de l'argent, ils font tirer une carte cadeau de 100$ au Sport Expert. Ensuite, recherche médicale, justement, article 20. Une personne majeure apte à consentir peut participer à une recherche pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu'on peut raisonnablement en espérer. Et le projet de recherche doit être approuvé et suivi par un comité d'éthique. Ensuite, pour le mineur ou le majeur inapte, ne peut participer à une recherche qu'à la condition que le risque couru ne soit pas hors de proportion. Et aussi, il ne peut participer à la recherche qu'à la condition que la recherche laisse espérer si elle ne vise que lui ou un bienfait pour sa santé ou si elle vise un groupe des résultats qui seraient bénéfiques aux personnes possédant les mêmes caractéristiques d'âge, de maladie ou de handicap que les membres du groupe. Ici, ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'on ne fasse pas de la recherche sur, par exemple, euh, des enfants avec un handicap certain, mais pour une toute autre maladie qui ne va pas les bénéficier. On ne veut pas commencer à faire des tests sur, par exemple, des enfants handicapés pour tester des produits pour des personnes âgées. On veut vraiment que si on fait des tests, on fait des recherches sur un certain groupe, bien, ça bénéficie à ce groupe-là directement et non pas qu'on puisse utiliser certains groupements, certaines minorités comme des rats de laboratoire. Euh, Refus, très important, alinéa 3. Dans tous les cas, il ne peut participer à une telle recherche s'il s'y oppose alors qu'il en comprend la nature et les conséquences. Alors, même si le parent est d'accord à ce que l'enfant participe, nanana, mais l'enfant il est assez âgé pour comprendre c'est quoi, puis ça ne tente pas, ben, il peut refuser. Ensuite, le consentement à une recherche susceptible de porter atteinte à l'intégrité du mineur va être donné par l'autorité parentale. Le mineur de 14 ans et plus peut, par contre, consentir seul si la recherche comporte un risque minimal. Donc, si un enfant de 14 ans veut s'inscrire à une recherche sur, par exemple, la pratique sportive chez les jeunes, puis c'est juste de remplir un formulaire pour dire qu'il fait du sport puis se faire voir par un médecin une fois par mois, ben, le risque est minimal. Fait qu'il peut consentir lui-même à cette recherche-là. Et Majorinap, le consentement à une recherche de porter atteinte à l'intégrité est donné pour donner par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Mais en fait, excusez-moi, par le mandataire ou le tuteur, je suis en train de dire l'ancienne version. Cependant, lorsque le majeur n'est pas ainsi représenté et que la recherche ne comporte qu'un risque minimal, ça peut être permis par la personne qui a l'habilité à consentir aux soins. Donc, si par exemple, j'ai un majeur inapte qui a un mandataire, mais la conjointe de ce majeur inapte, de cette personne âgée, pourrait consentir à cette recherche-là si elle est nécessaire vraiment là, dans l'instant pour la santé de ce majeur-là. Euh, pa, 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 pa. Article 23, quand même important, le tribunal appelé à statuer sur une demande d'autorisation relative à des soins ou à l'aliénation d'une partie du corps prend l'avis d'experts, du titulaire d'autorité parentale, du mandataire, du tuteur, du conseil de tutelle, et peut aussi prendre l'avis de toute personne qui manifeste un intérêt particulier. Et il est tenu, sauf impossibilité,
de respecter le refus de la personne. Article 24, le consentement aux soins qui ne sont pas requis doit être fait par écrit, mais on peut révoquer par verbalement comme on veut. Puis article 25, comme je vous disais, aliénation à titre gratuit. Donc, l'idée générale, c'est de se dire, si tu es vraiment en danger sévère puis que tu vas mourir, ben, on n'a pas besoin de ton consentement, pas besoin du consentement de l'autorité parentale ou du majeur, du tuteur, etc., etc. On peut juste directement te soigner. Par contre, dès que ce n'est pas le cas, dès que tu n'es plus en urgence de décès, ben à ce moment-là, il y a des dispositions spécifiques qui vont s'appliquer dépendamment si tu es un majeur inapte, un mineur de moins de 14 ans ou un mineur de plus de 14 ans. Oui, Julie. Oui, petite question. Quand on lit l'article 23, on voit que Oui. ça prend toutes ces personnes-là. C'est vraiment cumulatif. Mais si on parle de parents qui, justement, que l'enfant n'est pas sous tutelle ou peu importe, est-ce que c'est implicite que ça voudrait dire que avant de pouvoir aliéner, euh, il faut, ben pas aliéner, là, mais avant de Demander pouvoir, aux oui, deux c'est ça. parents. Ben, il faudrait aussi constituer un conseil de tutelle dans ce cas-là ou Non, non, non? non, 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 OK. non. Dans le sens que c'est juste, l'article est exhaustif dans le sens qu'il nomme toutes les personnes qui peuvent potentiellement être concernées par la situation de l'enfant. Mais c'est pas cumulatif dans le sens que c'est le tribunal tu sais, prend l'avis d'expert du titulaire du coauteur. Tu sais, donc, c'est de dire si ces éléments-là sont présents, il doit les prendre en compte. Donc, si il y a un expert, une autorité parentale, un tuteur d'autorité parentale, un mandataire et un conseil de tutelle, puis un tuteur, ben, il faut qu'il prenne l'avis de tout le monde. Mais s'il y a juste des titulaires d'autorité parentale, parce que c'est les parents, ben, il va prendre l'avis des parents. Il n'y a pas besoin de constituer, tu sais, il n'y a pas d'obligation qui est créée de soudainement créer un conseil de tutelle parce qu'on demande une autorisation de soins. C'est pas cumulatif. Non. C'est un tuteur. Non, parce que tu peux pas nécessairement avoir de l'autorité parentale puis un mandataire. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un mandat, pas nécessairement. C'est juste, il nomme toutes les personnes qui pourraient être responsables du majeur ou du mineur pour justement que le tribunal puisse considérer leurs avis. Fait que dans le fond, si je comprends bien, là, la condition du conseil de tutelle, ça va être vraiment dans le cas où est-ce qu'on est sous tutelle ou mandataire. D'après moi, c'est la Oui, façon qui est exact. définie. Le conseil de OK. tutelle, ça va être dans une situation que ailleurs dans le code, on dit, par exemple, quand on a une tutelle aux mineurs, puis qu'on a des sommes de ci et ça, ben là, il faut demander, quand il y a une obligation de faire un conseil de tutelle, on fait le conseil de tutelle, puis à ce moment-là, il va pouvoir être considéré dans l'autorisation du soin, mais s'il n'y a pas de conseil de tutelle qui a été constitué par le passé, ben, on ne va pas en constituer un pour la demande de soins. Et souvent, c'est dans le contexte litigieux que tu vas avoir besoin de demander l'autorisation du tribunal pour Exact. que quelqu'un a des soins qu'il refuse pour X raison. Fait que c'est dans ce sens-là que ça fait du sens. Oui, exact. De demander à tout le monde. De prendre la de, mais c'est pas cumulatif. C'est pas cumulatif, puis c'est pas nécessaire. Ouais. Je pense que qu'est-ce qui est cumulatif, c'est l'avis de l'expert, puis un du titulaire ou du mandataire. Ou du Ouais, mais tuteur. l'expert, ça va toujours être le médecin, en fait. Ça, ouais. Il est obligatoire d'avoir cet avis-là, puis celui de la personne qui s'oppose, par exemple. Oui, exact. Exact. Dans le sens que le médecin va dire c'est nécessaire pour l'enfant, il y a un cancer, phase terminale. Le parent va dire non, non, moi, je suis un témoin de Jéhovah, je n'ai pas envie qu'il y ait de transfusion sanguine. Puis là, après ça, le tribunal va trancher sur ce qui est nécessaire. Ça, c'est l'exception que ça ne comptera pas le parent. Oui, exact. Mais en fait, c'est article 16. On va passer outre. Fait que on va faire article 16, puis article 23, le parent va prendre des points de vue en compte, puis il va discard l'opinion du parent témoin de Ce que Jéhovah. je veux dire, c'est que témoin de Jéhovah, dans cette situation-là, c'est jurisprudentiel. C'est que si c'est une transfusion de sang pour un enfant, le parent ne peut pas imposer ses valeurs. On ne peut pas imposer ses valeurs, mais la logique reste quand même l'article 16. La logique reste quand même que ça a été décidé jurisprudentiellement parce qu'on a dit que ça n'a aucun bon sens, mais la logique, c'est de dire on demande au tribunal de l'article 16 parce qu'il y a un refus injustifié. Ce refus-là est automatiquement injustifié, mais dans le sens que le tribunal va quand même faire un 16 puis un 23, puis il va dire t'es pas legit, on autorise la transfusion. Et avant qu'on passe à la garde, un Mm-hmm. établissement, il y a beaucoup d'envois aussi pour les demandes 391 du code de procédure. Oui, bonne idée. On va aller voir ça. Il y avait beaucoup de questions là-dessus. Oui. Après moi, Mais on peut aller voir ça. On peut ouvrir notre code de procédure civile. On ne se tente jamais de l'ouvrir. Hein, c'est trop le fun. Et on va voir justement dans la section sur les demandes en matière de droits des personnes, 391 et suivants. Euh, bon, qu'est-ce qu'il y a d'important dans ces articles-là?
Il y a 393, le majeur ou mineur de 14 ans et plus doit recevoir signification de toute demande qui le concerne et touche son intégrité, son état ou sa capacité. 391, qui sont entendus. Oui, c'est ça, exact. Mais ça se relie avec 23, dans le sens que le tribunal qui prend une décision doit entendre la personne au besoin, puis doit recueillir son avis. Donc, 391, c'est comme un peu la version procédurale de ça. 395, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on fait une demande d'autorisation de soins. Justement, c'est la procédure. 396, demande de garde d'établissement. Et 330 aussi, pour laquelle dispose d'individuellement. oui, oui, Demande d'autorisation, mais que tu ne l'appliques pas. oui, exact. C'est ça, je voulais dire. Il faut se faire un renvoi là, justement à 330, dans le sens que si on a une autorisation de soins qui nous est donnée, on a le jugement, on peut l'exécuter, mais là, à ce moment-là, on glande un petit peu, puis on se rend justement là, à l'article 330, puis on dit le jugement qui comporte une autorisation d'agir, donc par exemple ici, autorisation de soins, devient caduc s'il n'est pas exécuté dans le délai qui est fixé ou si aucun délai n'est prévu dans les 6 mois. Par contre, celui qui autorise des soins, une aliénation d'une partie du corps ou une garde d'un établissement de santé ou de services sociaux, donc les articles 395, 396, devient caduc dans les 3 mois ou dans un autre délai fixé par le tribunal. Donc, si on a une demande d'autorisation de soins, par exemple, pour faire je sais pas, une transplantation d'organes sur un mineur, puis on a 3 mois pour le faire, puis on ne le fait pas dans les 3 mois, ben à ce moment, ça devient caduc. On va devoir aller rechercher une autorisation au tribunal à cet effet, puis ensuite pouvoir passer outre le refus du tuteur ou du mineur, etc., etc. Merci, Fred. J'adore. Ensuite, on passe à la section 2 de la garde en établissement et de l'évaluation psychiatrique. Donc là, ici, la question, c'est de savoir on dit, nul ne peut être gardé dans un établissement de santé ou de services sociaux en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une évaluation psychiatrique sans son consentement ou sans que la loi ou le tribunal l'autorise. Sans que la loi l'autorise, ça veut dire les prochains articles. Donc, le consentement pour être en garde en établissement peut être donné par le titulaire de l'autorité parentale ou lorsque la personne est majeure et qu'elle ne peut manifester sa volonté par son mandataire ou par son tuteur. Ce consentement ne peut être donné par le représentant qu'en l'absence d'opposition de la personne. Ici, une nuance par rapport au consentement aux soins. Ici, quand on parle de consentement aux soins, si la personne s'oppose puis est capable de comprendre puis elle veut s'opposer, ben on va dire OK, correct. Mais si elle n'est pas capable de s'opposer parce qu'on n'a pas elle n'a pas la capacité de comprendre, ben à ce moment-là, on va considérer que son opposition n'est pas valide. Mais ici, visiblement, de la manière que c'est rédigé, on dit quand l'absence d'opposition de la personne, donc si la personne, même si c'est un peu crackpot, elle s'oppose, ben à ce moment-là, le consentement ne peut pas être donné par le titulaire le tuteur ou le mandataire, puis il va falloir y aller par le processus prévu par la loi parce que la personne s'oppose. Parce qu'on n'est pas dans une situation de soins, on est dans une situation de garde d'établissement puis évaluation psychiatrique qui sont vraiment, il faut différencier les deux. Ça fait du sens parce que quand tu es en opposition, souvent c'est on va le permettre quand c'est des soins d'hygiène ou des soins d'urgence, alors que là, l'évaluation psychiatrique, ça apporte une atteinte importante à ton intégrité. Exact. Puis tu n'es pas nécessairement en urgence non plus. Tu n'es pas en danger toi-même. Fait à part, c'est dans le là, on tombe dans la garde provisoire, puis en tout cas, c'est ça, pas ma fin. Donc, justement, si on a des motifs sérieux qu'une personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui, très important, en raison de son état mental, le tribunal peut, à la demande d'un médecin ou d'un intéressé, ordonner qu'elle soit, malgré l'absence de consentement, gardée provisoirement dans un établissement de santé ou de services sociaux pour y subir une évaluation psychiatrique. Donc, l'idée, c'est de dire, si on a quelqu'un qui devient vraiment débile, il est en danger, il est un danger pour tout le monde, on peut aller demander au tribunal, dire allô tribunal, est-ce que vous m'autorisez à faire l'évaluation de ce monsieur, même si le monsieur, clairement, il dit qu'il ne veut rien savoir et qu'il ne veut pas se faire évaluer. Alinéa 2 crée une situation différente. On dit si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive sans l'autorisation du tribunal, comme il est prévu par la loi sur la protection des personnes dans l'état mental présent un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Donc là, on peut aller voir la loi P38.
Exact. Et tout ce qu'il faut savoir par rapport à cette loi-là, là, je veux dire, c'est pas très compliqué. F200. Hop, 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 hop. C'est quoi la page du P38? C'est l'article 6.7. Ça parle d'un code de... La page, attends, c'est quoi la page? Attends une seconde. La page, c'est F262.35. Et à l'article, donc c'est la page F262.38 du Code de Wilson. On nous dit à l'article 7, tout médecin exerçant auprès d'un tel établissement, un établissement bon, disposant des aménagements nécessaires, peut, sans qu'un examen psychiatrique n'ait été effectué, mettre une personne sous garde préventive dans une installation maintenue par cet établissement pendant au plus 72 heures. Donc, l'idée, c'est de dire, on a 60... donc, tu arrives à l'hôpital un peu débile, tu menaces tout le monde, tu as un couteau dans les mains, tu es vraiment un danger pour autrui de manière grave et immédiate. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est aussi envers toi-même. Oui, ou envers toi-même, exactement. Exact. Mais juste que je trouve que moi, je trouve important de mentionner le danger pour autrui, parce que quand on parle de soins, c'est uniquement quand tu es en danger pour toi-même. Quand quelque chose est dangereux pour toi, qu'on va pouvoir passer outre ton consentement, alors que pour l'examen psychiatrique, ben, c'est aussi quand ta condition mentale te rend dangereux pour les autres. Donc, imaginons, tu te menaces de te suicider. C'est comme quelque chose de vraiment grave, grave, grave. Le danger est grave et immédiat. Tu arrives à l'hôpital avec ça, la personne peut être mise sur garde préventive, c'est-à-dire pour 72 heures. Si vous ne l'avez pas dans votre code, l'article, la loi P38, ou vous ne voulez pas vous mélanger, il n'y a rien qui vous empêche d'écrire article 72 à côté de vos affaires, pour faire référence à l'article 72, pour vous rappeler que c'est 72 heures, si vous voulez. Vous pouvez essayer de l'écrire comme ça. Moi, c'est comme ça que je fais quand j'ai des délais, puis je veux me l'écrire sans écrire 72 heures, puis je m'écris écrit article devant, puis j'écris le numéro 72. Mais l'idée est là, de dire que si on arrive débile à l'hôpital, on a 72 heures pour nous garder, puis on ne fait pas d'examen, on veut juste nous garder là pour être sûr que tout va bien. Ensuite, on va avoir 72 heures pour aller demander au tribunal la demande de l'article 27.1. Donc, on a 72 heures pour aller demander un 27.1 pour demander une garde provisoire. Et là, à ce moment-là, la garde provisoire va me permettre de faire mon évaluation psychiatrique. Puis la seule petite précision qu'il faut dire, c'est que dans la P38, on nous dit que à l'expiration de la période de 72 heures, la personne doit être libérée, à moins qu'un tribunal n'ait ordonné que la garde soit prolongée afin de faire subir l'évaluation. Là, petite pointe de délai, on aime ça. Toutefois, si cette période se termine un samedi ou un jour férié, qu'aucun juge compétent ne peut agir et que cesser la garde présente un danger, celle-ci peut être prolongée jusqu'à l'expiration du premier jour ouvrable qui suit. Donc, si j'arrive débile à l'hôpital le vendredi, le mercredi soir, le mercredi en journée. Fait que là, 72 heures, ça va expirer 72 heures plus tard, donc quelque part samedi en journée. Là, moi, je pourrais dire, ben, je vais être libéré, 72 heures, je connais ma P38, je connais mes droits. Puis là, on va dire, ben non, écoute, il n'y a pas de juge de disponible, on va attendre jusqu'à l'expiration de lundi, puis on va pouvoir demander au juge jusqu'à lundi soir pour qu'il nous permette de te garder. Donc là, si le juge donne la demande sous 27 alinéa 1, on va avoir 24 heures pour faire l'évaluation. Donc, on nous dit, lorsque le tribunal ordonne une mise sous garde en vue d'une évaluation psychiatrique, un examen doit avoir lieu dans les 24 heures de la prise en charge. Donc, ça, c'est si la personne n'est pas en établissement. On va voir le tribunal, puis on dit, hey, pouvez-vous évaluer ma grand-mère à vire débile? Puis à ce moment-là, on peut faire ça. Elle va être amenée à l'hôpital, on va la mettre sous garde, puis on va s'assurer qu'on fait l'examen dans les 24 heures. Ou si elle est déjà sous garde préventive, ben 24 heures commencent dès que l'ordonnance du tribunal est émise. Fait que là, on peut faire l'évaluation. Si le médecin qui procède à l'examen conclut la nécessité de garder la personne en établissement, un second examen doit être effectué par un autre médecin au plus tard dans les 96 heures de la prise en charge. Donc, si on est dans une situation où la personne est chez elle, je reçois l'ordonnance du tribunal, je l'amène à l'hôpital, j'ai 24 heures pour le premier truc. Et ensuite, j'ai jusqu'à l'expiration des 96 heures depuis que je l'ai initialement prise en charge, donc ça veut dire 4 jours plus tard, pour faire un deuxième examen pour m'assurer que j'ai vraiment besoin de la garder. Alors que si la personne était initialement en garde préventive depuis déjà jusqu'à 3 jours, j'ai d'abord un premier 24 heures pour faire une première évaluation, puis ensuite j'ai un deuxième 24 heures pour en faire une deuxième. J'ai 48 heures depuis l'ordonnance de 28 pour
réaliser mes 2 évaluations psychiatriques. Alinéa 2. Dès lors qu'un médecin conclut que la garde n'est pas nécessaire, donc un des deux, la personne est out. Si les 2 médecins concluent à la nécessité de la garde, la personne peut être maintenue sous garde pour un maximum de 48 heures sans son consentement ou l'autorisation du tribunal. Donc, j'arrive à l'hôpital un peu crackpot, 72 heures. Dans ce 72 heures-là, ils demandent au tribunal une autorisation pour m'évaluer. Ils la reçoivent. Ils ont 24 heures pour m'évaluer. Une fois qu'ils m'ont évalué une première fois, ils ont jusqu'à 48 heures après l'ordonnance pour m'évaluer une deuxième fois. Si on considère qu'à ce moment-là, je suis encore un danger pour moi-même ou pour autrui, on a un autre 48 heures pour aller demander l'autorisation du tribunal euh, pour me garder dans l'établissement jusqu'à ce que j'aille mieux. Donc, article 30, la garde d'établissement à la suite d'une évaluation ne peut être autorisée par le tribunal que si les 2 rapports d'examen psychiatriques concluent à la nécessité de garde et, très important, même si les 2 jugements disent que les deux rapports disent qu'il faut que je sois gardé, si le tribunal croit que ce n'est pas nécessaire, ben, il peut dire que ce n'est pas nécessaire. Donc, il y a comme le dernier mot. Et là, une fois qu'il détermine que je suis vraiment un danger pour la société puis que je devrais rester encore à l'hôpital un bout, il va faire un jugement et dans ce jugement, il va autoriser la garde et il va en fixer la durée. Ensuite, on dit à 31.1 alinéa 2, la personne sous garde doit cependant être libérée dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée. Et toute garde requise au-delà de la durée fixée doit être autorisée par le tribunal par l'article 30. Donc, on fait à nouveau une demande, puis on doit reprouver que la personne, elle doit continuer à être gardée. Toute personne qui est gardée dans un établissement social, justement, doit être informée du plan de soins à son égard et de tout changement dans ce plan de soins ou dans ses conditions de vie. Donc, l'idée, c'est de dire, même si on te garde parce que tu es en train de faire une turbopsychose pendant 2 semaines, puis que tu es un danger pour tout le monde, on doit quand même faire tout notre possible pour t'informer justement de comment on va te soigner, puis comment ça va affecter la manière dont tu passes ton temps à l'hôpital. Donc, ça complète la question de garde d'établissement. On peut faire justement référence à l'article 396 qui représente la demande de garde en établissement qu'on va faire une fois qu'on va justement on va vouloir justement que quelqu'un soit gardé pour être évalué, en garde à vue pour être évalué. Et il faut se rappeler que en matière de soins versus en matière de garde en établissement, les critères sont différents. Puis, par rapport à ça, il y avait un exercice quand même intéressant. On parlait d'un vieux monsieur qui n'arrivait pas à se gérer chez eux, était un danger pour lui-même. Donc, quand on parle à l'article 27 de garde provisoire, on parle vraiment de danger pour elle-même ou pour autrui. Mais quand on parle à l'article 16 de l'autorisation du tribunal, on parle plutôt d'urgence ou que la vie ne soit en danger ou son intégrité menacée. Donc, le critère est différent et il ne faut pas confondre les deux. Il faut pas, et aussi le critère de dangerosité pour autrui. Donc, tout simplement, si quelqu'un, il y a une différence justement à établir entre la demande sous 16 et la demande sous 27. Ensuite, chapitre 2 du respect des droits de l'enfant. On va en parler plus extensivement dans la LPJ, mais bon. Droit à protection, sécurité, attention de ses parents et toutes les décisions qui sont prises doivent être prises dans l'intérêt de l'enfant. Ça, c'est un principe cardinal, un principe directeur. On garde ça en tête. Ensuite, article 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Les atteintes à la vie privée sont énoncées notamment à l'article 36. Je pense pas qu'on va avoir de questions complexes là-dessus à l'examen. Si on en a une, il faut juste se rappeler justement que c'est un droit de la personnalité, donc les atteintes à ce droit-là, c'est plus de la respo, mais ne sont pas cessibles, elles sont seulement transmissibles. Bon. Ensuite, l'article 42 sur le respect du corps après le décès, je pense qu'on peut lire ça par nous-mêmes. Je pense pas qu'on va avoir de grandes questions sur l'autopsie.
Certains éléments relatifs à l'état des personnes, donc de l'attribution du nom, bon, tout ça, tout ça. Euh, Est-ce que c'est compliqué? Non. Gardez en tête que justement, le changement de nom par voie judiciaire, il y a des spécificités par rapport aux mineurs de 14 ans et plus. Bon, mention du sexe, pas trop compliqué. Article 75, bon, c'est de la définition de domicile, donc pour des questions de procédure ou des questions de poursuite dans une place, ben, le domicile, c'est le domicile. Puis 81, le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur. Donc, on se garde en tête justement que ces articles-là existent. Bon, l'absence et du décès, euh, bon, la seule truc important de l'absence et du décès, c'est si on a une mise en situation, puis c'est bon, c'est un peu chien, là, mais si on a une mise en situation qui nous dit justement que les deux parents sont dans un accident d'avion, on retrouve le corps de la mère, mais on ne retrouve pas le corps du père. Ben, si le père n'est pas déclaré mort, il va être considéré comme absent. Donc, pendant une durée de 7 ans après son absence, là, après ça, il va toujours pas être considéré mort, il va être considéré comme absent, puis après 7 ans, on va dire, bon, il est mort, c'est fini. Mais l'affaire, c'est que, par exemple, on va le voir tantôt, mais pour la détermination là, de la tutelle supplétive, la tutelle dative, c'est le dernier parent vivant qui décide. Fait que si un des parents est mort puis l'autre est absent, ben, on ne peut pas prendre le choix de l'absent, le choix du parent mort. On va devoir prendre le choix de l'absent, basically. Parce que le parent mort, il n'y a pas priorité, parce qu'il reste techniquement un parent vivant, même si on sait que, logiquement que le père n'a pas disparu de l'avion, il est probablement quelque part, mais vu qu'on n'a pas trouvé le corps, il n'y a pas de décès, ben, à ce moment-là, on ne peut pas le considérer comme étant décédé avant 7 ans. 85. 84 et suivant, c'est ça. Donc, on dit 85. L'absent est présumé vivant durant les 7 années qui suivent la disparition, à moins que son décès ne soit prouvé. Il y avait un exercice là-dessus, justement, là, c'est des parents qui mouraient dans un accident d'auto ou choses comme ça, ou mouraient en voyage. Là, puis tout simplement, c'est de dire, quand justement, on se rappelle que le parent, techniquement, n'est pas décédé, fait que ça peut avoir un impact. Mais il y a quand même une exception là, à l'alinéa 2 de 92, là, et que le 7 ans n'est pas nécessairement de rigueur. Non, dans le sens que si on veut, on peut faire on peut demander un jugement pour dire oui, si on a si on fait une preuve, disons, par présomption de fait, là, ultra clair que, tu sais, Ouais, c'est ça, il est ça dit dit dans lorsque l'avion. c'est quoi, c'est d'une personne domiciliée au Québec ou qui est présumée y être décédée peut être tenue pour certaines sans qu'il soit possible de dresser un constat de décès. Ouais. Mais Fait que, c'est vraiment par jugement. Mais c'est par jugement. c'est par jugement, celui-là, c'est ça. Il faut que tu demandes un jugement. Fait que, tu sais, grosso modo, dans la mise en situation, justement, on nous dit qu'il y a un jugement qui a été fait pour dire qu'il est mort, ben, il est mort. Mais Pas encore bon. Si ça dit juste, ah, ben, on a trouvé un des deux corps. c'est ça. Ça va être. C'est ça. Ma mère avait dit dans le testament pour la tutelle dative. C'est ça. Elle va pouvoir. Celui du testament ne prend pas effet. C'est juste à parler avec le tribunal. Oui. Puis, exact. Donc, il faut juste se rappeler justement, c'est ça, que, à moins qu'il y ait un jugement de décès, justement, que tu amènes une preuve par présomption de fait très claire, que genre, checkez bien, il était dans l'avion, il s'est filmé, on a un live vidéo de lui jusqu'à ce que l'avion crash, on n'a juste pas trouvé le corps. Et là, on peut dire, il Ouais, est ben, c'est décédé, puis ça. on va prendre un décès, mais Mais s'il n'y a 7 ans rien, aussi, ça prend un jugement, tu et sais. s'il y a rien, justement, ben, on se dit, ah, ben, il est encore vivant, techniquement, il pourrait réapparaître. Hein? Il n'y a pas de jugement. De la ligne 2, 92, c'est vraiment, faut que tu l'aies Il demandé. faut que tu le demandes au tribunal, justement. C'est pas d'office que le tribunal va déclarer le monde décédé. Là. Donc là, bon, les actes d'union civile, les modifications du registre, bon, c'est tout très, très procédural. Je vous laisse lire ça. Je pense pas qu'il va y avoir de grosses questions là-dessus. Euh, allons directement à l'article 153, majorité-minorité. L'idée, c'est de dire, bon, majorité, c'est 18 ans, donc tant qu'on est mineur, on va avoir des limitations à notre capacité d'exercer nos droits. Et 155 nous dit le mineur exerce ses droits civils dans la seule mesure prévue par la loi. Donc, de base, il n'y a pas de droit, puis il y a juste les droits que la loi lui donne. 156, ça peut être important, le mineur de 14 ans et plus est réputé majeur pour les actes relatifs à son emploi, l'exercice de son art ou de sa profession. Donc, dans ces domaines-là, il va être considéré comme un majeur. Donc,
il ne va pas avoir besoin de l'autorisation des titulaires d'autorité parentale. Le mineur peut, compte tenu de son âge et son discernement, contracter seul pour satisfaire ses besoins ordinaires. Donc, il peut aller s'acheter des biens variables. Il peut aller s'acheter de la bouffe. Il a le droit de contracter à cet effet-là. Là. Il n'est pas obligé de tout le temps représenter. Et hors les cas où il peut agir seul, le mineur est représenté par son tuteur pour l'exercice des droits civils. Et l'exception, ça va être, je crois, à 190 tuteurs ad hoc. Donc, quand il faut que tu discutes de trucs en justice avec ton tuteur, ben là, on va te nommer un tuteur ad hoc pour pas que tu sois représenté par la personne contre qui tu te présentes. 159 alinéa 2, justement, c'est une des exceptions qui permet au mineur d'exercer seul. On dit toutefois, le mineur peut, avec l'autorisation du tribunal, intenter seul une action relative à son état, l'exercice de l'autorité parentale ou un acte à l'égard duquel il peut agir seul. En ce cas, il peut agir seul en défense. Voilà. Le mineur peut invoquer seul en défense l'irrégularité provenant du défaut de représentation ou l'incapacité lui résultant de sa minorité. Donc, s'il se poursuit pour quelque chose, il peut lui-même dire ben ça marche pas parce que j'ai pas pu contracter cette affaire-là. Je devais être représenté par quelqu'un ou je devais être où j'avais pas le droit de faire ça de par ma minorité. Donc, il peut utiliser ce moyen de défense par lui-même. L'acte fait seul par le mineur lorsque la loi ne lui permet pas d'agir seul ou représenté est nul de nullité absolue, alors que l'acte fait seul par le mineur sans l'autorisation du conseil de tutelle, alors que celle-ci est nécessaire, va être annulé seulement s'il en subit un préjudice. 164, le mineur ne peut exercer l'action en nullité ou en réduction lorsque le préjudice qu'il subit résulte d'un événement casuel et imprévu, grosso modo une force majeure. Oui, Mégane. J'ai juste une question dans le fond par rapport à l'article 159 alinéa 2. Là. Tu sais, on dit Oui. le mineur peut, avec l'autorisation du tribunal, intenter seul une action relative à son état, à l'exercice de l'autorité parentale ou à un acte à l'égard duquel il peut agir seul. Bon, fait que pour ces trois-là, il a le droit d'intenter seul avec l'autorisation. Fait qu'il est en demande, on s'entend. Oui. Puis, il peut agir seul sans autorisation si c'est en défense. C'est ça? Parce que, tu sais, la dernière phrase, là, ou à un acte à l'écart duquel il peut agir seul, en ces cas, il peut agir seul en défense. Fait que c'est pour quel cas qu'il a besoin de l'autorisation? Attends. En demande, c'est sûr qu'on a besoin. Ouais, ça c'est clair. Mais Non, moi, ce que j'ai l'impression, c'est. Moi, des fois, je le lis en anglais, des fois, c'est plus clair, là, mais on dit minor may, however, with the authorization, institute alone an action relating to status exercise or to an act that he may perform alone. J'ai l'impression que le in such cases, act alone as defendant, c'est par rapport au act that he may perform alone. qu'il n'y a pas besoin d'autorisation dans ces cas-ci du tribunal. En fait, non, c'est que. Non, c'est que non, c'est pas nécessairement, il va avoir besoin d'autorisation, mais c'est que il va pas intenter un recours. Mettons qu'il est en défense. On dit basically, tu vas pouvoir, avec l'autorisation, de ce que j'en comprends, avec l'autorisation du tribunal, être le demandeur dans une question, justement, d'action relative à son état, exercice d'autorité parentale ou un acte à l'égard duquel tu peux agir seul. Puis, Ouais. en ces cas, hey, c'est buggant. Moi, la manière je le comprenais, c'est vraiment par rapport à acte à l'égard duquel il peut agir seul, Puis, tu peux ça, je agir seul en comprends. défense. Mais si on le mentionne, il peut agir seul en défense. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin, mettons là, il y a une action qui est intentée par un tiers, peu importe c'est qui, par rapport à son état, qui peut agir seul, OK? Vu qu'il est en défense, il n'y aurait pas une obligation de se nommer un tuteur ni de demander l'autorisation du tribunal pour être seul. Fait que, Ouais, c'est legit, de c'est exact. de Ouais, facto, il va être seul en défense ouais. pour tous ces cas ou juste pour les cas qui peut agir Je pense seul? pour les trois cas, puis tu vas pouvoir invoquer seul en défense, après ça, 160, l'irrégularité provenant du défaut de représentation ou l'incapacité lui résultant de sa minorité. Peu importe. Imagine qu'un litige par rapport à l'autorité parentale, je sais pas, en tout cas, quoi par rapport à l'autorité parentale, puis que le mineur se ramasse en défense.
Ah, mais à quel moment c'est ça? Ben ouais. Pas souvent. Mhm. Mettons, moi, je vois plus, par exemple, il peut agir seul pour son emploi. Mettons qu'il se fait poursuivre Pour son emploi, il va agir seul sans l'autorisation du tribunal. agir seul, sans l'autorisation du tribunal, par rapport à ça. C'est ça, moi j'ai l'impression vraiment qu'en ces cas, c'est les actes à l'égard duquel il peut agir seul. Mais je sais pas. Parce qu'il y a un point de vue, je pense que ça Ouais. va avoir. OK, ouais. OK, fait que basically, si tu te fais poursuivre comme mineur, tu peux agir seul de base, mais si tu veux faire une demande, il faut autorisation du tribunal dans certains cas. En OK. fait, dans les cas Mais spécifiques. mettons, on s'entend que si c'est, par exemple, par rapport à l'autorité parentale, il sera dans... Donc, il sera pas tout seul. Ça va être vraiment par rapport au truc de son emploi. Ouais, à mais son- s'il veut, il peut agir seul. Et moi, je le Il vois pourrait agir seul. plus, tu sais, en cas, c'est peut-être pas un bon exemple d'autorité parentale, là, mais tu sais, il va pouvoir agir seul étant il va pouvoir avoir son propre représentant, Ouais, c'est ça. avoir ses propres procédures, avoir son propre avocat. Ouais. Fait que t'as pas besoin D'avoir le tuteur, ouais, c'est ça, je me dis. Admettons, tu sais ça. d'autorisation du tribunal pour pouvoir te défendre. Tu sais, il y a quelqu'un qui essaie Ouais. de te Fait poursuivre. Puis, tu sais, je trouve que ça se relie bien avec 160 que tu dis le mineur peut invoquer seul l'irrégularité provenant du défaut de représentation, puis demander, mettons, un nouvel avocat ou demander d'être représenté par un avocat. Tu sais, fait que que, je vois que mettons, c'est. le mineur pour son emploi, son art, puis sa profession, s'il a 13, mettons, il a 13 ans, là, il pourrait pas agir seul en défense. 13 ans, non, il peut pas. Non, 13 ans, il ne pourrait ferait pas pas. exercer en défense parce que ça ne rentre pas dans état, exercice ou acte duquel il peut agir seul. Par contre, s'il a 15 ans, puis il se poursuivre pour quelque chose à la job, il va pouvoir agir seul en défense. Il va pouvoir avoir son propre avocat. Donc, pour résumer, techniquement là, parlant, je pense pas qu'en pratique, c'est ça, mais techniquement parlant, s'il y a une action relative à son état, à l'exercice de son autorité parentale Ouais. ou en hors profession puis emploi, il pourrait agir seul en défense, soit de décider de se prendre son propre avocat, Ouais. lui qui pourrait payer avec son argent, Ouais. pas prendre d'avocat si c'est pas nécessaire. Tu sais, il peut Exact. agir seul, techniquement parlant. Ouais. OK, good. Ouais. C'est bon. Merci. Mais il faut aussi se rappeler, je pense qu'il y a un article dans le code de procédure, je ne veux pas dire. Des restrictions à. Ouais, Il y a sûrement que l'article 92 qui parle de représentation, là, défaut, mais c'est plus Mais il y a pour l'article, mais il y a l'article 90 qui nous dit que la représentation, tant de mesures contentieuses que non contentieuses, peut être ordonnée par le tribunal même d'office. Donc, s'il se rend compte ouais, que le mineur il fait du grand n'importe quoi puis il ne sait ouais, pas clairement, là. comment se gérer, il va quand même pouvoir le forcer à se nommer un avocat. Mais probablement qu'il y aurait, mettons, un procureur à l'enfant qui serait Ouais, nommé ouais, ouais, pratique. ouais. Mais là, ça, c'est pratique, mais Mais tu sais, ça. techniquement, oui, c'est ça. Techniquement, il n'y a pas besoin d'avoir d'autorisation de tribunal. Puis dans ces trois cas-là, il peut agir seul. OK, c'est bon. C'est parfait. Merci. Tu veux pas qu'il puisse déposer des demandes à n'importe Ouais, quoi. c'est ça, c'est pour ça qu'on veut si on veut pas qu'il devienne quérulent à 13 ans et demi. Là. On va demander l'autorisation. Mais s'il y a quelqu'un qui le poursuit, ben À là, 13 ans, il peut avec son état. le chum il a le droit de se défendre sans avoir besoin de. Ouais, c'est ça, exact. Exact, ouais. C'est une bonne logique. On veut pas qu'il devienne quérulent trop jeune. C'est comme ça que je vais le noter, là. Mais non, mais. Il y a 12 ans, qui est déjà inscrit. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Arthur, moi, je pense que si on y va avec, si on revient à la base à 158, je pense que ça vient juste dire, parce que ça dit hors les cas où il peut agir seul, il doit être uh-huh. représenté. Fait Ouais, que c'est ça, là, c'est comme exact. si 159 vient dire voici les cas où il pourrait agir seul, mais Ouais, en dehors de ça, toujours représenté. toujours représenté. Ouais, make sense. Yep, super. Merci, gang. En lien avec l'égalité. Oui, oui, oui. Voilà. Mais ça, c'est logique parce que 160, c'est s'il trouve que son tuteur le représente mal, ben, il peut soulever ce défaut-là par lui-même pour qu'on y nomme un nouvel avocat. Tu sais. Je l'arrête, fait l'exception dans cette l'exception d'exception. Exact. Et là, je suis désolé, là, je pense Non, que, vas-y. juste que je comprenne bien, dans le fond, il peut agir seul en défense uniquement sur les actes à l'égard duquel il peut agir seul. Et pour action relative à l'État puis exercice d'autorité parentale. Les trois affaires qui sont mentionnées. Uniquement en défense pour celle-là? Pour ces affaires-là, il faut que tu demandes la permission au tribunal s'il veut déposer C'est des ça. demandes. Mais c'est que Ça, Julie le mais- bénéficie. Tu as 158 qui dit, à part les exceptions, il doit toujours être représenté. 159 nous dit, l'exception, c'est en demande. Il faut que tu demandes au tribunal, puis tu vas pouvoir faire État, exercer l'autorité, action, acte à l'égard, tu peux agir seul.
Puis on dit en défense, tu peux agir seul dans ces trois cas, dans ces trois cas-là. OK, good, parfait. Merci. Fait en défense, toujours dans ces trois cas-là, puis en Toujours dans ces demande. trois cas-là. Puis sinon, si c'est pas dans un des trois cas-là, ben, tu vas être représenté. Good. Trois cas étant outre ceux qui Oh oui. est vu à 156. Oui, 159, 2. À l'article 159 alinéa 2, en défense, tu as le droit d'être tout seul. Le petit chum, il a le droit de se représenter tout seul. On met à cotation dans le Mais tribunal. non, Puis il y a aussi 160, il ne faut pas oublier justement, si ton tuteur te représente n'importe comment, ben, tu peux par toi-même soulever son défaut de bien de défense. Ensuite, bon, de l'émancipation. Donc, le tuteur peut, avec l'accord du conseil de tutelle, émanciper le mineur de 16 ans et plus qui le lui demande. Donc, on dépose une déclaration au curateur public. Alors que le tribunal peut aussi, après avoir pris l'avis du tuteur et le cas échéant du conseil du conseil de tutelle, émanciper le mineur. Donc, si c'est un mineur de 16 ans et plus, le tuteur et le conseil de tutelle peuvent l'émanciper par eux-mêmes, alors que quand ils ont moins de 16 ans, ben, il faut demander au tribunal. Le tuteur doit rendre compte de son administration au mineur émancipé. Il continue néanmoins de l'assister gratuitement. Donc, l'idée, c'est de se dire là, rendre compte, c'est on lui dit basically, bon, voici ton argent, j'ai dépensé tant et temps pour telle affaire, il reste tant et tant d'argent. L'émancipation ne met pas fin à la minorité, ne confère pas tous les droits résultant de la majorité, mais elle libère le mineur de l'obligation d'être représenté pour ses droits civils. Parce qu'on parle ici de la simple émancipation. Donc, 171, le mineur émancipé peut établir son propre domicile et cesse d'être sous l'autorité de ses pères et mères. Il peut faire tous les actes de simple administration et peut aussi passer des baux d'une durée d'au plus 3 ans et donner les biens qui n'entament pas son capital. Par contre, il doit quand même être assisté par son tuteur pour tous les actes excédant la simple administration, notamment pour accepter une donation avec charge ou pour renoncer à une succession. Et encore une fois, si un acte a été fait sans assistance alors qu'il devait l'être, on peut l'annuler seulement s'il y a préjudice. Les prêts ou emprunts considérables, eu égard au patrimoine du mineur émancipé et les actes d'aliénation d'un immeuble doivent être autorisés par le tribunal sur avis du tuteur. Et encore une fois, si c'est fait puis qu'il y a un préjudice, on peut annuler, sinon on ne peut pas. Après ça, de la pleine émancipation. Oui. On dit la pleine émancipation, en 75, a lieu par, un, le mariage et deux, à la demande du mineur, être déclaré par le tribunal pour un motif sérieux. Donc, à ce moment-là, tous les gens, donc titulaires, tuteurs, toute personne qui a la garde du mineur, doivent être appelés à donner leur avis, ainsi que s'il y a lieu, le conseil de tutelle. Et donc, la pleine émancipation rend le mineur capable, comme s'il était majeur, d'exercer les droits civils. Donc, il va être considéré, au regard de la loi, comme un majeur. Ensuite, 177 et suivant, de la tutelle au mineur. Donc, on dit la tutelle est établie dans l'intérêt du mineur si elle est destinée à assurer la protection de sa personne, l'administration de ses biens, l'exercice de ses droits civils. Donc, on a 3 types de tutelle: légale, supplétive, dative. C'est une charge personnelle, c'est une charge qui est facultative, on n'est pas obligé de l'accepter. On n'est pas obligé d'accepter une tutelle dative, sauf si on est la DPJ ou le curateur public. La charge ne va pas passer aux héritiers, mais ils vont devoir trouver quelqu'un d'autre. Enfin, ils vont devoir attendre la nomination de quelqu'un d'autre. Ils vont devoir continuer l'administration de leur auteur, mais ils ne vont pas devenir les tuteurs pour autant. Objet de la tutelle, sauf division 185, la tutelle s'étend à la personne et au bien du mineur. On pourrait nommer un tuteur au bien et un tuteur à la personne, si on veut. On peut même nommer plusieurs tuteurs au bien si ça nous tente. Une personne morale peut agir comme tuteur au bien, mais non pas comme tuteur à la personne. Et comme je disais, 190, chaque fois qu'un mineur a des intérêts à discuter en justice avec son tuteur, on lui nomme un tuteur ad hoc. De la tutelle légale, bon, ça, c'est les parents de base, donc tutelle des pères et mères, outre les droits et devoirs liés à l'autorité parentale, donc 597 et suivants, ils vont être tuteurs de leur enfant s'ils sont majeurs ou émancipés. Ils vont exercer de manière conjointe.
Lorsque la garde de l'objet fait l'objet d'un jugement, la tutelle continue d'être exercée par les pères et mères. Donc, à moins qu'on enlève la tutelle, même s'il y a un parent qui a la garde de l'enfant, la tutelle ne devient pas exclusivement sous la charge de ce parent. Et 197, la déchéance de l'autorité entraîne la perte de la tutelle, mais le retrait de certains attributs n'enlève pas la tutelle, à moins que le tribunal le veuille. Il y avait des questions aussi en respect civil par rapport Oui. à la responsabilité Oui. des parents, Oui. l'enfant, est-ce que si le père, il n'y a pas Ouais. la garde? Si tu n'as pas la garde, tu peux quand même être responsable, puis on regarde si c'est par éducation, etc. Donc, on garde ça en tête. L'absence de tutelle ou l'absence d'autorité parentale ne veut pas nécessairement dire absence de respo sous 1459. Ensuite, tutelle supplétive. Donc, le père ou la mère peuvent déléguer à un tuteur, on va dire, s'il y a quelque chose, c'est le tuteur, c'est tel et tel tuteur qui va pouvoir s'occuper de mon enfant. La désignation ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'enfant s'il est âgé de 10 ans et plus, mais s'il y a entre 10 et 14 ans, on peut passer outre son refus si c'est dans son intérêt. Ça, c'est l'exemple de la mère, mettons, qui se fait de son enfant. Ouais. Oui, exact. Donc, peut désigner une personne à qui déléguer ou avec qui partager la charge de tuteur légal et de tuteur d'autorité parentale lorsqu'il est impossible pour eux ou pour l'un d'eux de les exercer pleinement. Et on peut nommer seulement le conjoint d'un d'eux, un ascendant de l'enfant, un parent de l'enfant à ligne collatérale jusqu'au troisième degré, un conjoint de cet ascendant, bon, blablabla. L'idée de dire, si la mère se flexe en France, ça peut nommer quelqu'un qui va exercer la tutelle pour aider le père, etc., etc. Donc, on pourrait nommer genre la grand-mère, genre. La Mettons. grand-mère, elle peut le demander. Ouais, exact. Mais il faut que l'enfant entre 10 et 14 approuve, puis on peut passer outre. Puis si l'enfant a plus de 14, ben, on ne peut pas autoriser s'il refuse. Oui, Julie. Moi, j'ai juste tout le temps la misère avec 199,6. Moi, quand j'ai fait mon cours à l'université, là, la prof, elle nous avait dit que la tutelle supplétive, c'était comme un complément aux parents mettons, aux parents qui sont là. C'est comme une personne de plus qui s'ajoutait. Mais quand on lit 199,6, ça dit emporte la suspension des charges du tuteur. Fait que j'ai comme l'impression que c'est l'inverse. C'est comme si moi, si je suis Oui, parent, mais on dit emporte la suspension aux parents qui n'est pas en mesure de les exercer pleinement. Fait que la mère qui est partie, mais le père qui est parti, il perd rien. OK, mais est-ce que la mère qui est partie pourrait quand même toujours mettre son droit de veto ou le fait que, tu sais, comment est-ce qu'on. Je comprends ce que tu veux dire. Réfléchissons. Je pense que ça dépend parce que 199,1 dit avec qui déléguer ou avec qui partager les charges. C'est ça, Je exact. pense que ça va dépendre de ce qui va être écrit dans la. Exact. Ça dépend vraiment de ce qui se passe. Si on veut un partage, donc imaginons la situation, la mère part en France pour 3, 4 mois, mais tu sais, l'enfant a des problèmes de santé, fait qu'on veut s'assurer que, tu sais, bon, il y ait 2 personnes qui s'occupent de tout ça, tout ça. Mais là, on peut déléguer ou partager les charges avec quelqu'un, alors que si on délègue, ben, ça va suspendre les charges de tuteur légal et de titulaire à l'égard du père ou de la mère ou du parent pour éviter justement ce genre de situation où la mère délègue à la grand-mère. Puis là, à ce moment-là, 3 mois plus tard, elle fait ah ben finalement, je pose mon veto. Puis là, il y a 3 personnes qui doivent gérer le kid. Tu sais. Donc, à moins qu'on soit dans une situation de partage, ben à ce moment-là, je pense que on va avoir une suspension. J'ai l'impression que les situations de partage, ça va être par exemple, si on a un père seul qui décide de faire une tutelle supplétive à l'égard de sa conjointe, de sa nouvelle conjointe, parce que sa femme est morte, il se remarie, mais là, à ce moment-là, il peut déléguer, tu sais, il peut partager avec ça. Puis à ce moment-là, lui, ça ne va pas suspendre, là, tu sais, à son égard. Alors que si il délègue, puis lui, il ne s'occupe plus de rien, puis il part quelque part pendant quelques mois, ben à ce moment-là, ça va suspendre les charges. Fais-tu plus de sens? Souvent, ça va être. Oui, oui, j'avais oublié la distinction de point 1, délégué ou partage. C'est ça. Fait que si on a une délégation, je pense que 199,6, c'est vraiment une suspension. Puis si on a un partage, ben justement, euh, comme tu disais, là, ça va pas faire disparaître la parce que ce serait stupide que le père délègue à sa nouvelle conjointe puis qu'il perde la charge de l'enfant. Tu vois, il a délégué certains aspects. Mais Exact.
Exact. Fait que sur ces aspects-là, il peut être déchargé s'il délègue, mais pas sur le reste, tu sais. Fait qu'il pourrait déléguer, mettons, garde, mais il pourrait déléguer la garde, mais pas déléguer l'éducation. Fait qu'il va quand même être là pour les décisions sur où est-ce qu'on envoie l'enfant à l'école, mais il va pas être responsable de ce que l'enfant mange le matin, là. Si maman elle veut changer l'école. L'école, là, à ce moment-là, on va devoir appeler le père parce que le père est en France, mais il n'est pas nécessairement d'accord, puis il n'a pas délégué l'éducation de l'enfant. Oui. Bon, article 200. Nomination d'un tuteur datif. Le père ou la mère peut nommer un tuteur à son enfant mineur par testament, mandat de protection, déclaration. Bon. Donc, c'est ce qu'on disait tantôt. Droit de nommer appartient au dernier mourant des pères et mères. Donc, si on en a un qui est absent, ben, si la mère n'a pas, ou si la mère est morte, mais le père est absent, ben, la mère n'a pas priorité, elle ne peut pas décider. Ensuite, la personne est présumée avoir accepté la charge de la tutelle si elle n'a pas refusé la charge dans les 30 jours, 202. Ensuite, bon. Ensuite, passons à 208. Là, je ne pense pas qu'il y aurait une complexe dans ces ordres de 201 à 208. 208, simple administration. Donc, on dit, le tuteur a la simple administration des biens. Ça réfère à 1301 à 1305. Grosso modo, on peut faire les trucs pour maintenir les affaires dans leur état, puis on ne peut pas commencer à tout vendre puis investir en bourse pour essayer de faire un gros profit. On n'est pas là pour faire fructifier le truc, on est là pour maintenir ça dans un état sensé et sensible. Le père ou la mère ou les parents, ça c'est important, ne sont pas tenus de fournir des sûretés, de rendre compte de gestion, de donner un conseil de donner du conseil de les autorisations, à moins que les biens dont ils s'occupent valent plus de 40 000 $. La limite est montée de 15 000 $. Bien important de s'en rappeler pour ne pas l'examen se faire avoir qu'une question là, qui parle de 25 000 $. Ensuite, les biens donnés ou légués à un mineur à la condition qu'ils soient administrés par un tiers sont soustraits à l'administration du tuteur. Donc, si le mineur reçoit en héritage une compagnie, puis que dans l'héritage, c'est écrit en attendant jusqu'à ce qu'il ait 18 ans, c'est telle personne qui va gérer la compagnie, bien, les parents n'ont pas de mot à dire là-dedans. Ensuite, 212, le tuteur ne peut transiger ni poursuivre un appel sans l'autorisation du conseil de tutelle. Ça peut quand même être intéressant, on a mis en situation, on nous parle d'un appel en cours d'instance. Est-ce que le tuteur peut faire ça? La réponse, bien, il peut, avec l'autorisation du conseil. 213, très important. S'il s'agit de contracter un emprunt, eu égard au patrimoine, un emprunt important, de grever un bien d'une sûreté, d'aliéner un bien immeuble à caractère familial, un immeuble ou une entreprise, ou de provoquer le partage définitif des immeubles de mineurs indivisaires, le tuteur doit être autorisé par le conseil de tutelle ou, si la valeur du bien excède 40 000 $, par le tribunal qui va aller écouter le conseil de tutelle aussi. Et il y a des conditions, donc on va autoriser ça seulement si c'est nécessaire pour éducation, entretien, payer des dettes, maintenir le bien en bon état. On reste ici dans la logique de la simple administration. On n'est pas ici pour faire des flips immobiliers. On est ici pour s'assurer que les biens qui ont été laissés aux mineurs, par exemple dans le cas que ses parents sont décédés, ben, qu'ils restent là et qu'ils ne disparaissent pas. Oui, exactement. Renvoi à 174. Si on est en simple émancipation, il faut aussi que ces actes-là soient, que notre tuteur nous aide là-dedans. 214, bien de plus de 40 000 $. Donc, le tuteur ne peut, sans avoir obtenu l'évaluation d'un expert, aliéner un bien dont la valeur excède 40 000, sauf s'il s'agit de valeurs cotées et négociées en bourse suivant les dispositions relatives au placement présumé sûr. Donc, l'idée, c'est de dire, si on a besoin de vendre un bien puis on ne connaît pas sa valeur exactement, il faut le faire évaluer pour pas que le tuteur se fasse low-ball. Mais s'il s'agit, par exemple, d'obligations gouvernementales, bien ça, la valeur est déjà très clairement établie. Donc, on peut les vendre à ce prix-là sans s'inquiéter de savoir que c'est le bon prix ou pas. J'étais à 214. Ensuite, bon, on continue, on va en skipper quelques-uns. 220, produit du travail du mineur. Le mineur gère les produits de son travail et les allocations qui lui sont versées pour combler ses besoins ordinaires et usuels. Mais si le kid est genre une légende du jeu Fortnite puis il gagne 1 million dans les compétitions, ben à ce moment-là, le tribunal peut, après avoir obtenu l'avis du tuteur et le cas échéant du conseil de tutelle, fixer les sommes dont le mineur conserve la gestion. Donc, ici, c'est l'idée de dire, si le kid gagne 1 million par année, ben, ce serait peut-être une bonne idée que ses parents gèrent son argent parce que ça va au-delà de
ses besoins ordinaires et usuels. Ensuite, le fameux conseil de tutelle. Donc, le conseil de tutelle a pour rôle de surveiller la tutelle. Il est formé de 3 personnes désignées par une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis, ou, exceptionnellement, si le tribunal le décide, d'une seule personne. Le conseil de tutelle est constitué soit qu'il y ait tutelle dative, soit qu'il y ait tutelle légale. Mais en ce dernier cas, c'est très important, seulement si le père et les pères, mères ou parents sont tenus de faire l'inventaire, de fournir une sûreté ou de rendre un compte annuel de gestion. Et ça, ici, on fait référence à l'article qu'on lisait plus tôt, qui est l'article 209. Donc, si les parents sont tenus en vertu de l'article 209 parce qu'ils gèrent quelque chose qui vaut plus de 40 000 qui appartient à l'enfant sont obligés de faire bon, des formalités, ben à ce moment-là, ils vont devoir faire un conseil de tutelle. Mais s'ils gèrent genre le 20 000 qui appartiennent à l'enfant, pas besoin de conseil de tutelle dans leur cas. Toute personne intéressée peut provoquer la constitution d'un conseil de tutelle, donc en demandant à un notaire ou à un tribunal de convoquer une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis. Donc, si la grand-mère apprend que le kid a gagné justement 1 million à Fortnite, puis les parents ne font pas de conseil de tutelle, ben, elle peut demander justement au tribunal de dire hey, constituez-en un pour que justement le conseil de tutelle puisse superviser les parents et s'assurer qu'ils ne dépensent pas tout cet argent-là dans des affaires pour eux autres. Bon, assemblée de parents, d'alliés, d'amis. Donc, si on doit convoquer, on doit convoquer les pères, mères ou les parents du mineur, les autres ascendants ainsi que ses frères et sœurs majeurs. Peuvent aussi être convoqués les autres parents et alliés du mineur et ses amis. Et au moins 5 personnes doivent assister à cette assemblée et autant que possible, les lignes maternelles et paternelles ou provenant de chacun des 2 parents doivent être représentées. Les alliés, souvent, c'est les conjoints. Oui, exact. Parce que aussi, c'est les dispositions dont on parle ici sur justement le conseil de tutelle, ça va être les mêmes dispositions qui vont s'appliquer pour la tutelle au majeur par la suite. Donc, c'est pour ça que les alliés et amis, souvent, ça va être les conjoints justement du majeur inapte. Bon, l'Assemblée va désigner des membres. Ces membres-là vont prendre des décisions. Le conseil doit inviter le tuteur à toutes les séances, etc., etc. Bon, le conseil doit se réunir une fois par an, article 234. Le conseil doit faire nommer un tuteur ad hoc chaque fois que le mineur a des intérêts à discuter avec son tuteur, article 235. Ils doivent recevoir le compte annuel de gestion du tuteur à chaque année. 237. Toute personne intéressée peut, pour un motif grave, demander au tribunal la révision d'une décision du conseil. Ou de provoquer un nouveau conseil. Donc, si dans un délai de 10 jours, si le conseil est un peu stupide, on peut demander que leur décision soit nulle, ou bien, s'ils sont vraiment, vraiment, vraiment stupides, on peut demander que le conseil soit dissous puis qu'on en crée un nouveau. Donc, des mesures de surveillance de la tutelle. Donc, c'est des situations dans lesquelles on se demande justement, on va forcer le tuteur à faire certains actes pour s'assurer qu'il gère bien ses affaires. Dans les 60 jours de l'ouverture de la tutelle, le tuteur doit faire l'inventaire des biens à administrer. Une copie de l'inventaire va être transmise au curateur public et au conseil de tutelle, justement, qui vont pouvoir un peu vérifier qu'est-ce qui se passe. Le tuteur qui continue l'administration d'un bien après la reddition de compte est dispensé de faire l'inventaire. Donc, si il y a un nouveau tuteur, etc., il n'y a pas besoin de refaire le truc parce que, justement, là, ça n'aura pas nécessairement changé. Le tuteur est tenu 242. Lorsque la valeur des biens excède 40 000, de fournir une sûreté pour garantir l'exécution des obligations. Donc, l'idée, c'est de dire, le conseil de tutelle dit hey, tu as 40 000 de tout ça à gérer. Peux-tu nous fournir une sûreté, genre une hypothèque sur ta maison pour savoir que si tu pars au Bahamas avec les 40 000 ben, on va avoir un moyen de récupérer cet argent-là. La personne morale qui exerce la tutelle au bien va être dispensée de fournir une sûreté, article 244. Ensuite, justement, rapport et compte de gestion. Tout bien le fun, on se dit justement, le tuteur va transmettre au mineur et au conseil de tutelle le compte annuel de sa gestion. L'idée, encore une fois, c'est de se dire, le tuteur, on veut qu'il soit tout simplement accountable pour les trucs qu'il fait. Et on veut pouvoir, au besoin, que le conseil de tutelle puisse intervenir. Donc, démission du tuteur 250, remplacement du tuteur, remplacement du directeur de la protection de la jeunesse. Bon, quand le tuteur quitte, on peut mettre fin à la tutelle. Et 255, c'est la majorité des cas, c'est la tutelle prend fin à la majorité,
lors de la pleine émancipation ou au décès du mineur. Ensuite, 256 et suivant, on parle ici de la tutelle au majeur. Et ici, bien important, assurez-vous de lire les petites cases grises parce qu'elles modifient le code et les trucs qui sont plus là et les articles qui sont abrogés. Donc, la tutelle au majeur est établie dans son intérêt. On veut assurer sa protection, administrer son patrimoine et lui permettre d'exercer ses droits civils. Toute décision relative à l'ouverture d'une tutelle doit être prise dans l'intérêt du majeur, respect de ses droits, volonté, préférence. Il est nommé au majeur un tuteur, 258, lorsqu'il est inapte à prendre soin de lui-même, à administrer ses biens, notamment par une maladie, une déficience, un affaiblissement. Et il peut aussi être nommé un tuteur ou prodigue qui met en danger le bien-être de son époux ou conjoint uni civilement ou de ses enfants mineurs. Et moi, j'ai googlé prodigue et pas non prodige. Hein? Prodigue, c'est un gambler, basically. Quelqu'un qui dépense son cash de manière absolument stupide et idiote. Donc, il n'y a pas nécessairement une incapacité de prendre soin de lui-même ou administrer ses biens, mais vu qu'il décide d'aller jouer, d'aller se refaire aux machines, ben à ce moment-là, on peut décider que vu que ça met en danger le bien-être de sa famille, ben on peut nommer un majeur qui va gérer un tuteur qui va gérer ses affaires pour être sûr qu'il ne dépense pas tout son cash dans des machines à sous. Ça, c'est un genre de Britney Spears. Genre, exact. T'sais, on dit justement, tu n'es pas capable de te gérer, on va te nommer un tuteur. Mais c'est vraiment dans des cas exceptionnels. 259, c'est abrogé parce qu'il n'y a pas de choix de régime de protection. Ensuite, 260. Donc, le tuteur a des obligations, il doit être bien smart puis avoir une relation personnelle avec le majeur, mais le plus important, c'est le faire participer aux décisions prises à son sujet et l'en tenir informé. L'idée, c'est vraiment de dire, tu sais, le majeur peut être inapte, mais il n'est pas nécessairement complètement légume. Fait qu'on veut, tu sais, il y a un contact avec la réalité encore souvent, fait qu'on veut qu'il puisse participer, puis on veut quand même qu'il garde une forme d'autonomie. Le curateur public n'exerce la tutelle au majeur que s'il est nommé par le tribunal pour exercer la charge ou si le majeur inapte n'a pas de tuteur. Le curateur public a la simple administration des biens, même lorsqu'il agit comme curateur. Non, excusez-moi. Cet article n'existe plus. Ma bad. Même moi, je fais l'erreur de lire les cases qui ne sont pas grises. Bon. 263. Pouvoir de garde du curateur. Le curateur n'a pas la garde du majeur, à moins que le tribunal ne la lui confie. La personne à qui la garde est confiée exerce cependant le pouvoir du tuteur pour consentir aux soins requis par l'état de santé du majeur, à l'exception des soins à l'égard duquel le curateur public choisit de se réserver le pouvoir de consentir. Bon, c'est de dire, il peut avoir une tutelle par le curateur public sur un majeur, mais il y a quelqu'un qui a la garde de ce majeur. La personne qui a la garde de ce majeur va pouvoir consentir aux soins. Ensuite, 266, les règles relatives à la tutelle aux mineurs, à l'exception de celles prévues à l'article 217, s'appliquent à la tutelle aux majeurs. L'article 217 qui nous dit, rappelons-nous, on parle de déclaration au curateur public lorsque la valeur des biens exerce 40 000 $, la liquidateur d'une succession dévolue à un mineur doit en aviser le curateur public dans les 15 jours. Bon, ça ne s'applique pas. Génial. Ensuite, de l'ouverture d'un régime de protection. Donc, comment on ouvre une tutelle au majeur? On ouvre la tutelle s'il est établi qu'il est inapte et qu'il a besoin d'être représenté. Il va nommer un tuteur à la personne et au bien. Il peut nommer 2 tuteurs quand il s'agit des pères et mères du majeur inapte. Je vous fais une référence suite à l'article 271 à la page d'à côté qui nous dit l'ouverture d'un régime de protection du majeur peut être demandée dans l'année précédant la majorité. Donc, les pères et mères par exemple, d'un enfant bientôt adulte qui, par exemple, a une déficience intellectuelle sévère et qui n'est pas capable de s'occuper de lui-même, ben, ils peuvent, quand l'enfant a 17 ans, demander une ouverture d'un régime pour que directement à 18 ans, ils deviennent tuteurs à la personne du majeur, puis ils puissent continuer à gérer ses affaires. Bon, peuvent demander l'ouverture le majeur lui-même, son conjoint, ses proches, toute personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier. Bon, majeur recevant des soins. Ensuite, 271, 272, survie du mandat.
Donc, l'acte par... Hein? Ah, c'est vrai, oui. En cours d'instance, le tribunal peut même d'office statuer sur la garde du majeur s'il est manifeste qu'il ne peut prendre soin de lui-même et sa garde est nécessaire pour lui éviter un préjudice sérieux. Donc, au moment où on fait une demande pour une tutelle, il y a comme personne qui peut, encore, il n'y a pas de tuteur qui peut consentir pour le majeur, mais là, si on voit qu'il y a un problème, ben, on peut euh, demander sa garde. 273, l'acte par lequel le majeur a déjà chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue à produire ses effets malgré l'instance. Donc, l'idée ici, c'est de se dire, on a, puis je vous invite à aller lire ça par vous-même, on a les articles 21, 60. Il y a les articles sur le mandat, là, puis il y a toute la section sur justement le mandat de protection. Donc, c'est aux articles 21, 66 et suivants, où on dit que justement, un majeur peut faire un mandat pour que quelqu'un gère ses biens en cas d'inaptitude. Et ça va continuer à s'exercer même si quelqu'un demande la tutelle au majeur. Euh, Excuse-moi, tu disais le renvoi de 21-60, il faut le mettre à quel article? Ben moi, je me le mets à 21-66, le survie du mandat, pour me dire que l'acte par lequel le majeur a déjà chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue de produire ses effets malgré l'instance. Donc, même si on fait une demande de tutelle au majeur, le régime de protection, le mandat de protection continue à s'appliquer. Euh, Ensuite, bon, administration provisoire, hors le cas du mandat ou de la gestion d'affaires. Donc, si une demande d'ouverture du régime est faite, le tribunal peut désigner provisoirement le curateur pour qu'il gère les biens. Donc, et 275, pendant l'instance et par la suite, très important, le, le, en fait, le logement du majeur et les meubles dont il est garni doivent être conservés et à sa disposition. Donc, euh, s'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt du majeur qu'il soit disposé des meubles ou des droits relatifs au logement, il faut qu'il soit autorisé par le conseil de tutelle. Et très, très important, même dans ces cas-là, on ne peut pas disposer des souvenirs et autres objets à caractère personnel à moins de motifs impérieux. L'idée, c'est de se dire, j'ai 275. Si quelqu'un, par exemple, a une incapacité qui peut être temporaire, par exemple, il subit un grave accident, il devient absolument il est dans le coma pendant plusieurs mois, etc., etc. Il y a une tutelle qui est nommée pour gérer ses affaires. Bon. Puis là, on se rend compte qu'il y a des graves problèmes d'argent. Il faut vendre sa maison, il faut vendre ses meubles pour payer ses dettes. Bien, on peut le faire avec l'autorisation du conseil de tutelle, mais on ne va pas pouvoir vendre les souvenirs et autres objets à caractère personnel. Ce serait vraiment chien de vendre le vieux set de vaisselle du pauvre monsieur qu'il a reçu qu'il a reçu de sa grand-mère pour faire 32 piastres, genre au instant comptant, pour qu'ensuite, quand il se réveille 3 ans plus tard de son coma ou qu'il sorte de l'hôpital après plusieurs années, il se rend compte que ben, il n'y a plus ces affaires-là puis que c'est un peu chiant. On veut comme faire une protection. Et si possible, on veut aussi qu'il puisse garder sa maison ou son logement et continuer à vivre là où il vivait. Euh, bon. 276, donc on ouvre une tutelle, on prend l'avis de plein de personnes et on doit donner au majeur l'occasion d'être entendu personnellement ou s'il ne peut pas, par cause de l'état de santé, par représentant. 277, le jugement qui concerne une tutelle est toujours susceptible de révision. Donc, si on trouve qu'il y a un problème, on peut toujours redemander une révision. Ensuite, quand on ouvre la tutelle, on met en place les délais dans lesquels on va le réévaluer pour voir s'il y a tout le temps besoin de la tutelle. Les délais de réévaluation ne peuvent pas excéder 5 ans, mais on peut mettre un délai plus long pour 10 ans lorsqu'il est manifeste que la situation du majeur demeurera inchangée. Le majeur peut à tout moment demander d'être réévalué. Donc, on est à l'alinéa 3 de 278. 280. Sur dépôt des rapports de révision d'une tutelle, le greffier avise le majeur, le tuteur et les personnes habilitées qu'ils peuvent intervenir. À défaut d'opposition, dans les 30 jours de la vie, la main levée de la tutelle est réalisée, puis à ce moment-là, le majeur, ben, il devient apte et il revient capable d'exercer ses affaires. 281, 284, c'est abrogé. 285 est abrogé. Bon, certaines
Modalité de la tutelle au majeur. On dit le tuteur a la simple administration des biens. Il l'exerce de la même manière que le tuteur au mineur, sauf décision contraire du tribunal. À l'ouverture de la tutelle ou postérieurement, le tribunal détermine si les règles concernant la capacité du majeur en tutelle doivent être modifiées ou précisées compte tenu des facultés de celui-ci. Et là, à ce moment-là, alinéa 2, très intéressant, il indique alors s'il y a lieu les actes que la personne en tutelle peut faire elle-même, seule ou avec l'assistance du tuteur, ou celles qu'elle ne peut faire sans être représentée. Donc, il faut se rappeler que justement, la tutelle au majeur, c'est vraiment à géométrie variable, contrairement à la tutelle au mineur. Ici, on peut décider que la personne elle peut faire toutes sortes d'actes, ses actes usuels, communs, etc. Puis elle a juste besoin du tuteur, finalement, pour certaines affaires spécifiques. Donc, vraiment, dépendamment de la personne et de son état, on peut faire varier les obligations. Et on voit à 7-9, et qu'il y en a pas beaucoup de succession, mais si l'écrit, nous devons avoir un exercice là-dessus. Tu t'as mis un renvoi à quoi? Et en capacité du majeur en tutelle, du testament, fait par un majeur après 5 ans de tutelle ou après l'homologation d'un mandat, peut être confirmé par le tribunal. 700 quoi? 709 à 286. OK. On peut se laisser une petite note, 430. juste pour se rappeler que justement, un testament fait par un majeur inapte peut quand même être considéré comme legit si on se rend compte qu'il était sous tutelle, mais tu sais, il n'était pas sous tutelle en mode légume complet, donc il peut quand même faire certains actes. 289.1. S'il s'agit de contracter un emprunt important ou une sûreté aliéner un bien. Excuse-moi, Arthur. Oui. Pourquoi 209? 209, c'est l'invention. 709. Comment? 709. OK. Donc, on met à 288, on met un renvoi à 709? Oui, moi je me suis mis ça là parce que je me dis, justement, c'est juste, ou à 2,86, c'est de se dire, grosso modo, le majeur en tutelle, il n'est pas 100% inapte nécessairement. Donc, c'est pas parce qu'un testament est rédigé après une tutelle qu'il est nécessairement invalide de base au niveau du tuteur, au niveau du majeur. Donc là, 709 nous dit justement que le tribunal peut, a posteriori, justement, on va regarder 709, on va regarder exactement ce que ça dit quoi. On dit le testament fait par un majeur après sa mise en tutelle ou après l'homologation d'un mandat de protection peut être confirmé par le tribunal si la nature de disposition et les circonstances qui entourent sa confection le permettent. Fait que, grosso modo, ça a un lien avec le fait que la tutelle, généralement, va être modulée en fonction des capacités du majeur. Puis si le tribunal considère que le majeur avait la capacité de faire son testament, il n'y a rien qui l'empêche de l'autoriser. Donation aussi. Et donation 18-14. Merci, Fred. Mariage, 400. Et mariage aussi? OK. Fait que Parce tout... que, mettons, la personne âgée qui comprend juste pas les affaires avec les chiffres et la banque. C'est ça, elle peut quand même se marier, oui. Elle peut quand même faire son testament. C'est ça, ouais, exact. Je peux le trouver ailleurs, c'est juste que moi, je trouvais qu'il y a des avoirs là, Non, c'est pas fou du tout. à la tutelle au majeur. Ouais, je te rappelle justement que la tutelle au majeur, vu que c'est pas un truc turbo violent, dans le sens qu'on peut mettre juste certaines restrictions, ben, on peut permettre au majeur de faire certains actes. Puis le mariage, c'était quel article? 436. 436, merci. Yeah. Donc, 289.1 qui est similaire aux articles dans la tutelle aux mineurs. Donc, s'il s'agit de contracter un emprunt important, sûreté, aliéner un bien, immeuble, entreprise, bon, c'est au-dessus de 40 000 $, il faut demander au. En fait, il s'agit de faire un truc comme ça, peu importe la valeur, il faut demander au conseil de tutelle. Puis s'il est plus que 40 000 $, il faut demander au tribunal. Et encore une fois, c'est les mêmes affaires que sous la tutelle aux mineurs. Donc, vraiment, là, c'est entretien, éducation du majeur, payer ses dettes bien en bon état, etc., etc. 291 et 294, c'est abrogé. 295. Oui, vas-y. Aussi. Eh bien, il y a quelqu'un qui fait la même chose que moi. 436 pour le mariage, mais 436, c'est majeur sous tutelle. Exact. Mais ça ne parle pas de mariage. Il peut se marier. On est dans des certaines modalités de la tutelle au majeur. Dans le sens que l'idée, c'est de dire, c'est juste pour se rappeler que justement, le majeur étant inapte dans un sens, mais que il n'est pas inapte à 100%. Il n'est pas complètement, il n'est pas impossible de faire quoi que ce soit. C'est juste pour justement avoir des exemples de situations où même si le majeur est sous tutelle, il y a certains actes qui peuvent être réalisés
puis il va pas nécessairement être ça va pas nécessairement être considéré automatiquement comme nul de par son incapacité, là. Si on été fait conformément. Si on été fait conformément, là. OK, fait que dans le fond, c'est juste pour venir mettre l'exception à 436, parce que 436 dit ne peut passer de convention matrimoniale. Fait que dans le fond, nous, on fait juste dire il y a une exception à ça, c'est si ça a été convenu là, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est un peu ça, dans le sens que le tribunal pourrait justement, dans la tutelle, justement, tu sais, mettons, c'est comme on disait, justement, si le majeur est juste pas bon avec les chiffres, là, puis il comprend pas les affaires à la banque, tu sais, le tribunal peut, en créant la tutelle, mettre une exception, dire, ben, il peut passer toute convention, sauf des conventions qui concernent ses finances, par exemple. Fait que là, à ce moment-là, dans cette situation-là, le majeur pourrait, malgré 436, se marier. Mais est-ce que tu penses que si c'est pas spécifié par le tribunal, on pourrait quand même le présumer? On pourrait pas si on lit 436, on va pas pouvoir le présumer de la manière qu'il est rédigé parce qu'on dit le majeur en tutelle ne peut passer de convention matrimoniale sans l'assistance de son tuteur. Donc, le majeur sous tutelle ou sous mandat de protection ne peut passer des conventions matrimoniales à moins d'être autorisé, le tuteur ou menteur doit être autorisé à cet effet par le tribunal. Et les conventions passées en violation du présent article ne peuvent être attaquées que par le majeur lui-même, son tuteur ou son mandataire, et elles ne peuvent être s'écouler plus d'une année. Donc, à moins, il y a une interdiction claire de le faire, mais si le tribunal l'autorise sous 288, il ne devrait pas avoir de problème. C'est plus des exemples de. C'est plus pour donner des exemples de dire justement, pour se rappeler que justement, la tutelle est à modalité variable, grosso modo, là. C'est pas nécessairement des trucs qui peuvent. Exact. Je vais juste regarder dans le mariage, mettons. Bon. Après ça, 295, fin du régime de protection. Donc, le régime de protection cesse par l'effet d'un jugement de main levée. Donc, on dit il n'y a plus de tutelle ou si la tutelle décède. Le majeur protégé peut toujours, après la main levée du régime et le cas échéant, la reddition des comptes, confirmer un acte autrement nul. Donc, s'il y a un truc qui a été fait pendant la tutelle qui n'était pas legit, mais que le majeur, après ça, il est plus inapte, puis il décide que c'est worth, ben, il peut l'autoriser. Le tuteur ne peut renoncer à la charge que si un tuteur remplaçant accepte. Par contre, il peut, pour un motif sérieux, demander de relever de sa charge. Et 297, méga important, la vacance de charge ne met pas fin à la tutelle au majeur. Donc, c'est pas parce que le tuteur décède ou qu'il n'y a plus de tuteur que automatiquement, soudainement, notre majeur, il devient freedom, puis il peut aller faire ce qu'il veut, là. Et pour finir rapidement là, dans le code civil, parce que je vais faire un tour dans LPJ à vitesse de l'éclair, là, parce que je vois déjà qu'il est midi 42, là. On dit aussi, on peut demander au tribunal d'avoir une autorisation, en fait, de représentation temporaire. C'est pour accomplir un acte déterminé. Donc, on peut tout simplement être désigné pour faire un truc spécifique. On va avoir une autorisation du tribunal à cet effet pour une affaire. Puis une fois que ça c'est fait, ben, la représentation va terminer. Il y a des spécificités. Je vous invite à les lire. Et ensuite, on a de l'assistant au majeur qui est un peu un tuteur, mais version Wish, c'est-à-dire c'est un assistant, il ne peut pas rien faire sans le majeur, mais il est là pour l'aider, il peut le représenter. Donc, on dit à 287.13, par exemple, l'assistant ne peut signer au nom du majeur et n'intervient pas aux actes pour lesquels il assiste celui-ci. Donc, grosso modo, il aide le majeur, il s'assure que tout fonctionne bien, il peut être là, il peut avoir accès à l'information que le majeur reçoit. Puis après ça, de la reconnaissance de l'assistante au majeur 297 et 19 et suivant, ben, c'est juste justement là, les procédures à cet effet, qui peut s'opposer à quel moment. Et le curateur peut refuser ces affaires-là dans les codes 297.25. Oui, Julie. Oui, Guillaume m'avait fait réfléchir. En tout cas, il y a quelque chose dont je ne suis pas certaine. Puis Guillaume, tu diras si jamais je ne la pose pas comme faux, mais on se demandait avec la nouvelle, Oui. l'assistance au majeur, ça ne dit pas dans la loi qu'est-ce qui se passe si l'assistant fait un acte
puis que, tu sais, ça ne dit pas qu'est-ce qui se passe avec l'acte, est-ce que ça va être annulé, ou on se demandait quelle règle De allait ce que j'en s'appliquer. comprends, c'est une simple. 97,8, règle applicable aux représentants temporaires. de- Ensuite, pour l'assistant, elle dit. Pour l'assistant, moi, comment je le comprends, c'est vu que. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Si l'assistant se présente comme le mandataire à l'égard d'une personne de bonne foi, puis il signe pour le majeur, puis tout, puis tout, puis tout, ben à ce moment-là, c'est les règles classiques de ton mandataire n'a pas fait la bonne affaire, right? Qui vont s'appliquer. Donc, c'est-à-dire que. Je veux dire le mandat apparent, parce que dans le fond, il n'a jamais mandaté. Oui, exact. Donc, on aurait une situation de mandat apparent. Puis si l'assistant fait un truc qui n'est pas autorisé par le régime, ben ça va juste être nul. Je veux dire, c'est dans le sens que, sauf les règles du mandat apparent, dans le sens que, vu que le régime ici de l'assistance au majeur ne crée pas le pouvoir pour le majeur, pour l'assistant de contracter au nom du majeur, si on le dit clairement à 297.13, admettons, ben, il y a pas de. On donne aucun pouvoir à l'assistant. Fait que si l'assistant fait de quoi, ben c'est pas valide. À moins, tu sais, sauf dans les limites du mandat apparent, puis pour pas faire chier les tiers. Mais entre, par exemple, l'assistant et le majeur, ben, il n'y a pas de. Tu sais, il y aura rien. On crée pas un droit. Là. Moi, j'aurais pas le droit d'aller signer des trucs pour Fred, par exemple, comme ça me tente. Fait que l'assistant au majeur n'a pas plus le droit, là. Oui, Guillaume. Oui, mais c'est ça. Mais la question portait précisément justement sur 297.13, l'alinéa 2, là, qui Oui, dispose que l'assistant ne peut signer au nom du majeur et il oui, n'intervient pas aux actes pour lesquels il assiste celui-ci. Mais là, la question qui était posée, puis peut-être que ça vient apporter comme une, pas une nuance, mais comme une. Parce ouais, que, vas-y. Oui, c'est parce oui. que la logique voudrait que s'il y a mandat apparent, puis s'il y a, tu sais, bon, parfait, l'acte peut être, tu sais, Oui. peut être valide, sauf que là, c'est clairement dit qu'il ne peut pas le faire. Fait que Oui. moi, ma question, c'est est-ce que l'acte pourrait être tout simplement annulé? Mais Genre, ça l'acte peut... est annulé dans les limites du mandat apparent. S'il signe à la place de Parce que s'il majeur, signe une vente d'immeuble avec avec un acheteur de bonne foi, Oui. qui lui ne peut pas se faire opposer ça, là. Je veux dire, ça viendrait désavantager un pauvre acheteur apparent, donc un pauvre acheteur, donc on appliquerait les règles du mandat apparent, puis le majeur aurait un recours Le contre recours. l'assistant. Mais c'est la réponse à laquelle on est arrivé à la fin après, tu sais, après réflexion, parce que dans tous les autres mandats ou dans tous les autres tu sais, régimes, il y a, tu sais, il y a un article qui dit si jamais, tu sais, par exemple, dans les cas du mineur, le tuteur qui ferait un acte, là, Ouais, ouais, ça ouais. ne peut pas. Fait que, tu sais, ça existe, mais dans la représentation, la seule règle qu'il y a, c'est que l'assistant ne peut signer. Fait Oui, parce que aussi, c'est que l'assistant, vraiment, c'est pas un mandat, puis c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis dans la section du mandat, puis c'est séparé parce qu'il n'y a pas un transfert, puis tout qu'on dit le majeur exerce tous ses droits, puis il y a tous ses droits, c'est que sa prise de décision. c'est ça, il n'y a pas de. De m'aider à choisir. C'est ça, il n'y a pas de. C'est oui, ça. non, ça, Il n'y a pas de transfert, vu qu'il n'y a aucun transfert de pouvoir ou de capacité, il n'y aura pas il y aura pas de régime du genre, ben c'est nul juste si c'est préjudiciable aux mineurs. Tu sais, mettons, comme dans le mineur, c'est ça, là. Tu sais, l'acte fait par le tuteur qui n'avait pas le droit, mettons, ben c'est pas legit, sauf si ça porte pas préjudice, tu sais. Oui, mais c'est ça. Mais on est arrivé à cette conclusion-là finalement, mais on trouvait que c'était, tu sais, que c'est pas tant un stretch, mais c'est moins clair dans ces cas-là que Ouais, ça l'est ouais, ouais, dans les ouais. autres. Non, c'est Dans les moins autres. clair, mais c'est ça. Moi, la logique, je dirais, c'est ça. Fait qu'on revient à la logique générale des obligations sur Oui, des mandats. exact. C'est nul, sauf mandat apparent. Puis il y a aussi 297.27 qui nous dit que le curateur peut mettre fin à la reconnaissance de l'assistant. Fait que dès qu'il y a une affaire comme ça qui se passe, l'assistant, il part, là. Comme élément de sérieusement de crainte que le majeur Ouais. nécessite sa justice. C'est ça. Fait que dès que c'est ça, ben, bing, l'assistant, il tombe, là. C'est vraiment Ouais, lorsque un élément donne sérieusement lieu à craindre que le Exact. majeur Exact. plus de fait cette reconnaissance. Parfait, ouais, c'est ça. Fait c'est la tutelle, c'est pas le majeur qui décide, moi je veux plus tard. C'est ça. Puis aussi, il faut se rappeler que la reconnaissance de l'assistant est inscrite sur un registre public. Fait que quelqu'un qui fait affaire avec quelqu'un qui prétend représenter la personne âgée peut vérifier au registre public, voir si c'est un assistant ou c'est un mandataire. Tu sais. Parce qu'il y a un registre public qui va nommer les assistants.
Mais s'il y a un registre public, il n'y a pas présomption que la personne a fait la recherche, justement, puis qu'elle le sait qu'elle ne signe pas avec la bonne personne. Non, il n'y a pas de présomption qui est créée. Il faut que ça soit précisément créé. Mettons, si je te fais un parallèle avec Société par action, on va présumer que seulement certaines informations prévues à la LPLE sont opposables au tiers. Puis il y a l'article précis qui prévoit l'opposabilité du registre public. Mais pas qu'un registre public qu'on présume que quelqu'un va fouiller dedans, tu sais. Mais tu sais, par exemple, dans le cas des hypothèques, il existe des Ouais, régimes publics. Si quelqu'un achète un char qui est grevé d'une hypothèque qui est inscrit ouais. au régime des valeurs mobilières, ben, cette personne-là ne pourra pas évoquer. Oui, Là, mais en ça- même temps, il y a un article qui dit que le vendeur est obligé de vendre dépourvu de toute hypothèque. Fait qu'à ce moment-là, tu conserves un recours quelque part quand même. C'est ça, mais tu sais, le point, c'est que la personne ne peut pas, tu sais, peut pas invoquer sa méconnaissance du fait qu'il y avait, tu sais, qu'il y avait une hypothèque sur le bien vendu parce que c'est inscrit, puis on prend Oui, pour mais acquis. il y a pas de registre de mandataire. Fait que si la personne se présente comme le mandataire apparent, là, à ce moment-là, c'est les règles du mandataire apparent qui s'appliquent. Ouais, ok, c'est vrai, t'as raison. Good. C'est très théorique parce que tout ça, ça a le moins d'un an. Ça veut dire qu'il y en a peut-être quelques-uns au Québec. Il y en a peut-être trois, là, les assistants. Là, fait que c'est ça. Mais dans le doute, on pose c'est mandat apparent qui s'applique selon moi. Ouais, ben oui, ouais, obligation mandat par an, puis l'acte. C'est ça que je me dis. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait une question chiennasse là-dessus sur l'examen, là. Ah, ben oui, probablement, il n'y aura pas ça, mais on ne sait jamais. Hein. Donc, pour terminer rapido presto, parce que là, ça va avoir duré 2 heures, là, j'en suis bien désolé. Euh, ouvrons notre loi de la protection de la jeunesse, rapido presto. Je rappelle Oui. que les mandats écrits par la personne, c'est 2166 pour faire le tour de ces articles-là. Oui, mais on peut regarder rapidement 2166. Là. Donc, ça, je ne sais pas parce que de toute façon, c'est ce que la personne veut. Ça va être C'est ce que la personne veut. Les seules obligations, c'est vraiment, il faut que tu fasses homologuer cette affaire-là. La reddition de compte ne peut pas excéder 3 ans, donc on doit faire des redditions de compte à des délais plus réduits. Puis, basically, le tribunal, il regarde ça, puis s'il trouve que c'est absolument pas bon pour le majeur, il peut refuser de l'homologuer. Puis, s'il y a, il y a une nomination d'un tuteur pendant le mandat, le mandataire de protection continue à être là, mais il doit rendre des comptes au tuteur, basically, parce que c'est lui qui gère les biens. Donc là, il devient une espèce de tuteur aux biens per se, puis il rend des comptes au tuteur, à la personne. Rapido presto dans LPJ, là, juste pour qu'on se rappelle que ça existe parce que ça peut être à l'examen. Donc, problème avec l'enfant, on a différentes sections dans le truc. Dans le truc. Principes généraux, chapitre 2. Après ça, chapitre 3, bon, l'organisme et tout, c'est pas de la plus grande importance, à part la section justement sur 31 à 37 sur les questions de, de vie privée, anonymat, information. Mais sinon, chapitre 4, intervention sociale. Donc, aux articles 38 à 44, on a les éléments qui nous expliquent justement qu'est-ce qui peut constituer une atteinte à la sécurité et au développement d'un enfant, les obligations de certains intervenants qui doivent déposer une plainte, alors que le citoyen régulier peut, à moins de cas spécifiques, on va regarder ça à 38 en fait, là, il y a dans certains cas, tu dois déposer un truc, dans certains cas, tu ne dois pas déposer un truc. Tu peux. Oui, Meg? Je veux juste m'assurer, là, dans le fond, tu sais, là, quand on fait un changement de nom par voie judiciaire, Oui. un des critères, peu importe, qui dit, ah, tu sais, c'est l'abandon et tout, mais à l'article 38, interprétation A, on a la définition d'abandon. Donc, est-ce qu'on peut tenir À pour quel article? T'es à l'article 60 et... Non, mais, ouais, attends, le changement de nom par voie judiciaire, c'est genre l'article 60 quelque, là. Ouais, puis filiation, 65. abandon ou pardonner de parents, ouais. Ouais, le tribunal est seul compétent pour autoriser le changement de nom d'un enfant en Ouais. cas de changement d'enfilation, d'abandon par le père ou la mère, peu importe. Bon. Puis là, Oui. à l'article 38A, en La bas LPJ. de la LPJ, on parle de l'abandon, on donne la définition d'abandon. Est-ce qu'on tient pour acquis que c'est cette définition-là Honnêtement, ou c'est le j'irai sens pas, commun? je ne ferai pas ce lien direct parce que l'interprétation, c'est in this act. Tu regardes en anglais, c'est in this act. Abandonment refers to a situation.
Fait que je dirais pas qu'on peut y aller directement comme ça, mais globalement, c'est ça la situation. Je veux dire, on va pas Ouais. te. Je sais pas si c'est une définition d'abandon ailleurs dans le code. J'en Euh, ai pas vu, c'est pour ça que je veux savoir si mais je le crois que, convient. mais non, mais c'est que dans le code, je crois qu'il y a quelque chose parce que c'est genre. euh, Moi, je n'irais pas directement comme ça, mais en même temps, tu sais, je veux dire, je pense que factuellement, si tu vois qu'il y a abandon, tu vas pouvoir décider qu'il y a capacité de changer le nom, là. Dans le fond, Mais je ne ferais pas le lien, je ferais pas le lien direct de dire abandon dans LPJ, c'est équivalent à abandon dans le CCQ, là. OK, mais ça veut dire que dans le CCQ, on y va avec le sens commun de ça, là, de ce Ouais, qu'on... exact, exact. C'est Mais sûr tu que sais, tu je peux t'aider pense... de la LPJ. Puis ça, tu sais, ça rentre dans des features de la LPJ, c'est sûr que tu peux. Tu sais, la définition de la LPJ est intéressante, là, mais dans le sens que tu sais, c'est pas word for word, Mais mais de toute la même façon, je affaire. pense pas... ben, tu sais, c'est rien que dans le cas où il faut décider s'il y a abandon ou non, il Ben, faut si être abandon précis. pour demander le nom, ce qui est quand même rare comme situation, là. Exact. Puis je pense pas que... Tu sais, Non, on non. va avoir ça vu que c'est peut-être plus jurisprudentiel, là. J'ai pas checké, mais C'est ça, exact. c'est good. Merci. Fait que là, si on regarde vraiment dans la LPJ, avant d'aller aux articles 38 et suivants, euh, on a à l'article 32 les responsabilités du directeur. Donc, c'est soit lui, soit ses employés qui font ça. Donc, il y a toutes les situations possibles. Il peut faire plein d'affaires. Ensuite, on a 35.2. On a l'autorisation d'amener, donc, un juge sur demande d'une personne visée à l'article 35.1 ou d'un agent de la paix, un juge de paix peut autoriser le directeur, une personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ou tout agent de la paix à rechercher et amener devant le directeur un enfant. Donc, des pouvoirs quand même très larges et très importants. Ensuite, les articles 35.4 et suivants qui nous parlent, qui sont en vigueur, en fait, qui rentrent en vigueur le 26 avril 2023, donc sont en vigueur, mais des indications par rapport aux communications d'un renseignement, donc des exceptions qui sont prévues sur quels renseignements peuvent être communiqués. Donc, on lit ça, on regarde ça. Ensuite, on passe justement aux articles 38 et suivants dans la section intervention sociale. Donc, à l'article 38, on définit les différentes atteintes au développement d'un enfant qui peuvent ensuite être signalées. Euh, Ensuite, 39 nous dit signalement obligatoire. Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou une forme d'assistance à des enfants et qui, dans l'exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire qu'il y a un truc de 38 qui n'est pas respecté, il doit faire un signalement. Mais ensuite, toute autre personne doit faire un signalement lorsqu'on considère que le développement est compromis en vertu des paragraphes D et E. Les paragraphes D et E de 38, c'est les abus sexuels et les abus physiques. Mais si on parle, par exemple, de 38A, 38B négligence, mais on n'est pas, la personne moyenne n'est pas obligée de faire un signalement pour négligence, mais elle est obligée de faire un signalement en vertu d'abus physiques ou d'abus sexuels. On dit qu'elle est tenue, sinon on dit toute personne pour un motif visé au sens des paragraphes A, B, C, C1 ou F peut signaler la situation au directeur. Donc ici, une nuance très importante. Puis on fait une différence aussi, j'ai fait le cours de droit de la ministre, entre l'article 38 Oui. et l'article 38.1. Qui Ouais. se trouve à ces articles-là de signalement, est considéré que dès que tu rentres dans une de ces catégories-là, que tu abandonnes, que c'est clair que tu rentres dans ça, ça Ouais. va être considéré comme compromis. Puis là, la débranbale en enquête, Ouais, 38.1 aussi, c'est un. elle peut être considérée comme compromis. Fait que peut-être il demeure un pouvoir discrétionnaire. OK, c'est bon. Ouais, good, bonne mention. À 38.1, quand on dit peut être considéré comme compromis, c'est une nuance qui est appliquée. Ouais. Est considéré d'emblée si le kit sans autorisation soit propagé une famille d'accueil. Donc, non, c'est ça. C'est parce qu'à 38, on dit est considéré comme compromis, puis à 38.1, on dit et peut être considéré comme compromis. Fait qu'une nuance quand même intéressante. Les articles 39 et 40 s'appliquent même aux personnes liées par le secret professionnel, sauf à l'avocat et au notaire. Donc, si le notaire ou l'avocat est au courant de situations dans lesquelles l'enfant est abusé sexuellement, il ne peut pas en faire un signalement.
43 ne peut pas être poursuivi pour des actes accomplis de bonne foi en vertu des articles. Bon. 45. Tout signalement à l'effet que la sécurité est compromis va être transmis au directeur. Il va devoir le recevoir, faire une analyse sommaire et décider s'il le retient pour évaluation. Une fois qu'il a retenu pour évaluation, la première affaire qu'il peut faire, c'est, en vertu de l'article 46, faire des mesures de protection immédiates pour une durée maximale de 48 heures. Donc, il peut retirer l'enfant du lieu, confier l'enfant à un établissement. Donc, il peut faire des trucs le plus vite possible pour assurer la sécurité de l'enfant. Et il peut prolonger les mesures lorsque les parents et l'enfant qui est plus ne s'y opposent pas. Et sinon, il doit saisir le tribunal pour une durée maximale de 5 jours de plus. L'article 39.1 aussi, là, par rapport au signalement, tu dois le faire sans égard aux moyens qui peuvent être pris par les parents pour mettre fin. Fait que, mettons, Même s'ils savent que la mère, elle sait que ça arrive, qu'elle pourrait faire de quoi. La mère fait des efforts, elle dit qu'elle fait des efforts, elle demande de ne pas le signaler. C'est l'impression que je suis en de le tu dois quand même le faire, oui. Donc, une fois que le directeur retient le signalement, fait des mesures d'urgence s'il faut, les étend 5 jours de plus s'il faut, il peut faire avec eux une entente provisoire à l'article 47.1. L'entente ne peut pas excéder 30 jours. Elle peut être prolongée par contre, etc. Et l'entente va être consignée et va contenir des mesures prévues à l'article 54. Donc, ici, on parle justement de mesures volontaires dont on va reparler tantôt, qui sont les mêmes que les ententes sur les mesures volontaires. En attendant, on peut faire des ententes provisoires, justement, en attendant que le directeur décide si oui ou non l'enfant est en danger ou en fait, son développement est compromis. Donc, après ça, 49, il va évaluer la situation de l'enfant, il va procéder à une évaluation, puis il va décider si la sécurité est compromise. Il va faire un avis aux personnes intéressées. Et même s'il considère que le développement n'est pas compromis, article 50.1, il peut quand même, s'ils ont besoin d'aide, il est assujetti aux obligations de 45.2, 45.2 qui nous dit services et ressources disponibles. Donc, il doit les informer des services puis les diriger vers les établissements et les organismes qui peuvent les aider. Ensuite, lorsque le directeur considère qu'il peut mettre fin à court terme à l'intervention, il peut proposer aux parents une entente sur une intervention de courte durée, article 51.1. Donc, une telle entente doit contenir les mesures les plus appropriées pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et pour éviter qu'elle ne se reproduise. Donc, le directeur peut proposer cette entente sur une intervention de courte durée porte sur les mesures applicables en vertu de 54, qui sont les mesures volontaires, à l'exception des mesures confiées à un enfant à un milieu de vie substitut. Et ici, très important, l'intervention est d'une durée maximale de 60 jours et elle n'est pas renouvelable. Donc, à ce moment-là, une fois que ça va être terminé, le directeur va devoir continuer l'intervention si les problèmes n'est pas réglés. Et il peut faire une entente sur des mesures volontaires ou il peut prendre d'autres mesures. Entente sur les mesures volontaires. Donc, 50. Le directeur, lorsqu'il propose aux parents et à l'enfant l'application d'une entente sur les mesures volontaires, doit, avant de convenir d'une entente, les informer qu'ils ont le droit de refuser. Donc, l'entente sur les mesures volontaires doit contenir les mesures les plus appropriées pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'enfant et éviter que ça se reproduise. Donc, on fait l'entente est écrite et l'entente a une durée maximale. Donc, une durée maximale lorsqu'à l'intérieur de la durée maximale prévue à l'article 53, un ou plusieurs ententes comportent une mesure, et la mesure, c'est confier l'enfant à un milieu de vie substitut. La durée totale de la période durant laquelle l'enfant est ainsi confié ne peut excéder des délais dépendamment de l'âge de l'enfant. Et l'idée, c'est de dire, l'entente sur les mesures volontaires, c'est on garde l'enfant chez ses parents, on essaie de limiter au maximum genre les trucs qu'on fait, puis on veut juste que le problème se règle avec les parents, puis on prend entente avec eux pour qu'ils règlent les problèmes. Mais si on doit confier l'enfant à un milieu de vie de substitut pendant une durée super longue, rendu là,
ça sert un peu à rien de garder l'enfant aussi longtemps en milieu de vie substitut, mais on va le ramener chez ses parents. Donc, si on doit dépasser ces ententes-là, on dépasse ces durées-là où c'est nécessaire de garder l'enfant dans un milieu de vie substitut, ben à ce moment-là, on va devoir prendre des mesures plus poussées, puis on ne peut pas y aller par mesure volontaire. Donc, 57. Le directeur doit réviser aux conditions prévues par règlement le cas de chaque enfant dont il a pris la situation en charge. Il doit vérifier que toutes les mesures soient prises et que tout est fait dans l'intérêt de l'enfant. Et la révision doit déterminer si on doit maintenir l'enfant dans la même situation, est-ce qu'il est encore en situation de compromission ou pas, proposer d'autres mesures d'aide, saisir le tribunal pour obtenir une ordonnance confiant l'enfant à un milieu de vie substitut pour la période qu'on va déterminer, saisir le tribunal pour faire nommer un tuteur, agir en vue de faire adopter l'enfant ou mettre fin à l'intervention parce qu'on fait révision, tout va bien, parfait, on met fin à l'intervention. Encore une fois, quand on met fin à l'intervention, on est assujetti aux obligations prévues de 45.2. Donc, si on voit que les parents ont quand même besoin d'aide, on les réfère aux organismes nécessaires. Et si on conclut que l'enfant doit être maintenu dans la même situation, donc on continue sur notre lancée, bien, on doit déterminer le moment où on va faire la prochaine révision. Ensuite, 62. Enfant constitué en un milieu de vie substitut par le tribunal. Donc, lorsque le tribunal ordonne que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre, blablabla, il charge le directeur de désigner cet établissement et à ce moment-là, il y a plein de conditions qui s'appliquent. Lorsqu'il est en séjour dans cet établissement-là, le tribunal, le directeur peut autoriser des séjours d'au plus 15 jours chez le père ou la mère ou chez une personne significative. L'idée, c'est de dire, si l'enfant est 6 mois dans un centre jeunesse, on peut l'autoriser à aller voir ses parents de temps en temps pour justement qu'il garde un contact avec eux. Et on peut, en vue de préparer le retour, autoriser des séjours plus longs pour comme réhabituer l'enfant à aller chez ses parents puis s'assurer que la transition se fasse bien. Même chose quand l'enfant s'en vient majeur, on peut autoriser des séjours plus longs pour justement que l'enfant s'habitue mieux, puis quand il vient majeur, bien, que ce ne soit pas un choc total. 64.1, une ordonnance de milieu de vie substitut prend fin quand l'enfant a 18 ans, parce qu'il devient majeur et il peut se gérer. Bon, section 6. Continuation des mesures de protection. Lorsqu'un enfant dont la situation est prise en charge quitte sans autorisation ses parents, l'établissement ou la personne à qui il était confié, il faut en aviser le directeur, puis à ce moment-là, on va pouvoir intervenir. Émancipation. Donc, on peut, s'il y a une demande qui est faite pour l'émancipation, le directeur va présenter une évaluation de la situation de l'enfant au tribunal, puis il va recommander ou pas l'émancipation. Le tribunal, le directeur peut demander au tribunal 70.1 la nomination d'un tuteur à l'enfant. Et lorsque l'enfant a été pris en charge par une famille d'accueil ou par une personne et cette personne a été nommée tuteur, le directeur va mettre fin à son intervention. Ensuite, 71 et suivant, on a des trucs sur l'adoption. Donc, on va pouvoir skipper ça. Disposition relative à un enfant hors Québec. Devoir d'information. Ensuite, à 72.5 et suivant, on a encore une fois des questions de quelle information on peut divulguer sur l'enfant ou des personnes pour s'assurer que l'intérêt de l'enfant soit assuré. Donc, par exemple, 72.7, s'il existe un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis, pour l'un des motifs prévus à B, D ou E de 38, on peut donner des renseignements sans le consentement de la personne au DPCP, à un corps de police. Ensuite, si on continue. Bon, intervention du tribunal, chapitre 5. Donc, ça, c'est si on se rend compte que l'entente volontaire n'est pas légite puis ça ne fonctionne pas, on va demander au tribunal. Donc, quand on demande au tribunal, il va pouvoir faire des mesures de gestion, il va gérer ses affaires, il peut entendre un projet d'entente de la part des parents, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est si on va à l'article
91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, il peut, pour la période qu'il détermine, et là, bang, on a toutes sortes de trucs, maintenu dans le milieu familial, confié à d'autres personnes, n'entre pas en contact. On peut faire à peu près tout ce qu'on veut pour s'assurer que l'enfant puisse être bien, qu'on s'occupe de lui correctement. 91.1, encore une fois, si on ordonne notre période de vie substitut pendant une certaine durée qui excède les délais prévus à 91.1, ben à ce moment-là, on va devoir trouver une solution autre. Ça va être l'exception de 91.2. Les délais visés au premier alinéa de 91.1 ne s'appliquent pas lorsque on ordonne que l'enfant soit mis dans un milieu de vie substitut. C'est déjà fait l'objet d'une ordonnance et qu'on veut lui assurer continuité des soins, stabilité des liens, conditions de vie de façon permanente. Donc, l'idée, c'est de dire, si on prend une décision qui est, on confie l'enfant de manière permanente à un milieu de vie, ben, on peut passer outre les délais, justement, de 91.1. 95, on peut demander une révision lorsque des faits nouveaux sont survenus. Puis ensuite, section de l'article 99, appel à la Cour, déclaration d'appel dans les 30 jours. L'appel est, article 107, instruit et jugé d'urgence. Puis ensuite, il peut être interjeté d'un jugement de la Cour supérieure, de la décision du tribunal à la Cour d'appel ensuite, avec la permission d'un juge. Puis encore une fois, il y a des conditions à ça. Donc, ça fait le tour de la LPJ. C'était un peu expéditif. Ça a duré déjà 2h10, là. Je vais aller dîner. J'espère que vous allez faire de même. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas à relire la LPJ vraiment en détail parce qu'il y a quand même beaucoup de petites spécificités qu'il ne faut pas manquer. Donc, gardez-vous en tête que dès qu'on est dans une situation, justement, avec protection de l'enfant et tout, on pense à la LPJ. Et s'il y a des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup.